En République démocratique du Congo, on est à peu près fixé sur le prochain calendrier électoral. Finalement, la commission électorale là-bas a donné la date du 23 décembre 2018. Mais c'est une belle entourloupe puisque les élections, comme cela avait été convenu en décembre 2016 dans les accords dits de la Saint-Sylvestre au Congo démocratique, devaient bel et bien se tenir avant la fin de cette année 2017. Donc, c'est une habitude dans les pays d'Afrique, l'Afrique centrale, effectivement, la confiscation et le maintien au pouvoir. Pour le cas du Cameroun, 2018 aussi s'annonce une année charnière, même si de façon automatique, on peut penser que le scrutin se déroulera selon les traditions constitutionnelles en vigueur. Il n'est pas quand même interdit de s'interroger sur la visibilité de ce calendrier électoral au niveau du Cameroun, au moment où on est en pleine célébration, que dis-je donc, de ce temps 35 du renouveau. Voilà, 35 ans déjà que le pouvoir de Paul Biya a pu être exercé avec des fortunes diverses. Lorsqu'il arrive en ce jour de 1982, bénéficiant donc de cet héritage que lui a légué son prédécesseur, le premier président de la République du Cameroun, Paul Biya, joli garçon à l'époque d'ailleurs apprécié pour, on va dire, les qualités dont il a reçu de la nature, sera vu comme l'homme providentiel. Le bilan qu'on peut faire est proprement désastreux. Malgré Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, qui titre ce matin « La marque du renouveau », c'est vraisemblablement une façon de voir les choses, mais majoritairement on est convenu de dire qu'il y a bien de choses qui sont à faire ou alors qui n'ont pas été faites du tout. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le Zénith est une émission d'utilité publique. Bienvenue pour cette édition du 6 novembre. Charles Armel. Bonjour, Sam Sévérin Ango. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au maire le plus vieux du Cameroun, Abba Boukar. Élu en 1964, soit idiot. Il a 53 ans de règne. Fêté avec le RDPC aussi. Voilà, le RDPC qui est donc en fait, mais je ne sais pas si les réjouissances sont au paroxysme comme par les années antérieures, puisque forcément on peut constater que la nation ne va pas très bien. Mais Guy, bienvenue, bonjour. Bonjour Sam Sévérin et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Nous sommes le 6 novembre 2017, donc 35 ans après. Quel bilan peut-on se faire de la présidence de M. Paul Biya au Cameroun? On en reparlera dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. En fait, on fera juste comme ça un petit clin d'œil justement au président Paul Biya. Qu'est-ce qu'il a fait en 35 ans? Sommes-nous satisfaits ou pas? Mais dans les minutes qui suivent. Avec bien d'autres choses qui seront de l'actualité de ces réseaux sociaux. Mbombok Bengan, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à nos téléspectateurs. Moi Sam, je ne sais pas pourquoi au renouveau on n'applique pas les textes. Les maires de Yaoundé 6 maires, il y a des problèmes pour les remplacer. Françoise Foning, on dépasse les délais. Papine Doumbé également. Aujourd'hui, un conseiller municipal est mort à Douala, deuxième. Et pourtant, il y a des mécanismes de remplacement au sein du conseil de la communauté urbaine. Toujours des micmacs, toujours des tripatouillages. On ne sait pas où va le Cameroun. Merci. Pour le cas du conseiller Pongo Emmanuel qui a été désigné par Denise Fampou, c'est vrai, vous le dites, le conseil municipal est en net désaccord au niveau de l'exécutif, donc vis-à-vis de Madame le maire qui a unilatéralement choisi donc de désigner le remplaçant de Abraham Chatou au conseil de la communauté urbaine, comme grand conseiller, parce que chaque mairie doit en désigner au moins 5. 5, voilà. Plus le maire, parce que le maire, il est déjà membre de ce conseil-là, et chaque mairie doit envoyer 5. Voilà, donc sur ce mode de désignation, beaucoup de désaccords, on va y revenir prochainement, puisque le préfet du Vouri a déjà choisi d'invalider, apprend-on, d'annuler les effets de cette décision choisie par Madame Denise Fampou. On va démarrer cette émission avec l'histoire du jour, avec Tendance. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, Tendance Kenye, alias la voyageuse. C'est mon nouveau nom. Meggy, est-ce que je ne ressemble pas à une voyageuse? Ben si. Voilà, quand je mets son... mes copines vont tout dire que mon gars m'a tapé. Même s'il me tape, ça fait quoi? Quand vos gars vous tapent, vous faites quoi? Rien. Et je remets, avant de continuer mon histoire. C'est une maman qui a pleuré, me dit devant moi, pleuré jusqu'à me dire que ma fille, je regrette pourquoi j'ai accouché le garçon dans ma vie. Mon premier fils ne me respecte pas. Et elle m'a dit que son premier fils vit chez les Blancs. Tu vis à Liège.
c'est parce que je te respecte que je ne dois pas prononcer ton nom. Parce que si ça dépendait que de ta mère, j'allais donner tout le nom de famille, même ton année de naissance. Ta mère dit qu'elle est dépassée par ton comportement. Qu'elle s'est endettée pour que tu partes chez les Blancs. Tu vis en Belgique, à Liège. Pour les gens qui ont voyagé, ils savent de quoi je parle. Et elle m'a parlé hier jusqu'à dire que ma fille, je veux que tu parles de ça à Equinox, parce que Equinox c'est une chaîne de télévision internationale. Mon fils va me regarder, les gens vont regarder, on va lui dire. Megui, la mère là a pleuré de que qu'est-ce que mon enfant me veut. Elle a 3 enfants. Tendez bien votre impact. Son premier fils, la dernière née, elle est ici. Elle fait l'université à Boya. Le deuxième garçon ici à l'université de Douala. Le gars s'est marié, fait partie de sa femme. C'est la mère qui s'est endettée dans les réunions pour faire voyager son fils. Oui, elle me dit que tu avais remboursé l'argent qu'elle a prêté dans la réunion. Mais ça ne suffit pas. Elle n'est pas chère dans son cœur. Que le gars d'abord fait voyager son épouse. Elle n'a rien dit. Après, il a fait voyager la petite soeur de son épouse. La mère n'a rien dit. Dernièrement, quand tu as fait voyager le petit frère de ton épouse, la mère veut prendre feu. Elle dit que tu ne savais pas qu'elle devait être au courant, mais elle est au courant. Ce qui la ronge encore jusqu'à qu'elle devienne rebelle Mombo. Ce qu'elle restait l'autre jour, la mère de la femme de son fils l'appelle que ma régie. Je ne me sens pas bien. J'ai le rhumatisme. Elle part chez ma régie, elle voit la brocante dehors. Et c'est son fils qui a ouvert la brocante. Jusqu'à ma régie disait que non, tu n'as pas de poêle, viens trier les habits. Quand on lui a dit que tu sais que dans les familles, il y a tout le Congo ça. On lui a dit que maman, comme tu vois là, c'est tout ton fils qui a ouvert la brocante à sa belle-mère, c'est où elle est devenue folle. Que mes 9 mois de grossesse, qu'est-ce que mon fils pouvait faire comme ça? Voilà ta soeur qui est à l'université, elle est étudiante. Je ne refuse pas, tu payes la pension. Pourquoi elle aussi ne peut pas partir? Voilà ton frère qui est à l'université, il est étudiant. Pourquoi lui aussi ne peut pas partir? Tu ne fais qu'à faire voyager ta famille. Tu dois aider tout le monde en temps normal. Donc sa mère est devenue folle ça. Papa, si tu me regardes, reviens vite au Cameroun. Et ce qui n'aime encore la mère, c'est que la mère l'a appelé pour dire que je suis au courant de tout. Il a dit à sa mère que maman, si tu continues à m'appeler pour me frustrer, je change mon numéro de Liège. Je change le numéro de Liège à ta maman. Mais dis donc, c'est grave ça. Il dit à sa mère, maman, si tu continues à me nuire, à me stresser, je change mon numéro de Liège. Donc, la mère est devenue folle. Chers téléspectateurs, vous avez la parole. Vraiment, consolez-moi cette femme qui regrette d'avoir couché un garçon. Alors, Mbombok, il y a beaucoup d'aspects qui ressortent forcément de cette autre histoire. Et moi, j'ai d'abord envie de m'attarder sur la relation entre un garçon, puisqu'elle regrette d'avoir fait le garçon. En général, selon une idée reçue, on dit que le garçon est normalement un peu plus attaché à sa mère. Et vice-versa, les filles s'attachent le plus à leur papa. Pour le cas d'espèce, quand même, on a quelqu'un qui a pu recevoir tout de sa maman jusqu'à s'installer donc à Liège, en Belgique, comme nous l'apprenons. Qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui qu'il en soit à ne plus se soucier de ce que sa mère lui dit? Non, je pense que c'est l'attitude du garçon peut s'expliquer par le fait que ça peut être sa nature. Il y a les enfants qui naissent avares, il y en a qui naissent plus belliqueux, il y en a qui sont, j'allais dire, un peu individualistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une bonne attitude. Notre tradition, il y a un proverbe africain qui dit qu'un garçon ne compte pas le nombre de fagots de bois qu'il verse dans la cuisine de sa maman. Donc en fait, même lorsque vous êtes marié, vous ne comptez pas le nombre de fagots de bois. Ça veut dire que votre maman, vous êtes toujours attaché de manière viscérale à votre maman jusqu'à sa mort. Donc là, on ne comprend pas. En fait, quand je dis on ne comprend pas, je veux dire que c'est une attitude, j'allais dire, à réprimander. Et autant que ce garçon, il a les moyens et il s'attache trop à sa belle famille. Et c'est comme si il n'avait pas reçu cette éducation. Alors, on peut comprendre qu'il se soit émancipé, qu'il soit quand même également autorisé à mener sa propre vie sans trop finalement regarder derrière, je veux dire les parents. Aujourd'hui, il a grandi, c'est vrai, la mère a fait le boulot, mais est-ce qu'on doit nécessairement, je veux dire, lui restituer ce qu'elle a fait? Non, on ne restitue pas. Il y a un autre proverbe, je pense, quand Frank Kafka l'a repris dans un de ses romans, il dit « Les parents qui attendent de la récompense de leurs enfants sont comme des usuriers qui risquent volontiers le capital de tout, de perdre le capital de leurs entreprises. » Donc,
C'est un peu ça. Non, ce n'est pas le problème, c'est qu'il aura les bénédictions comment? C'est-à-dire que même en Europe où ils sont, on dit quelqu'un, tu peux t'attacher à quelqu'un d'autre, mais on n'oublie jamais d'où on vient. Et nous tous, hommes comme femmes, nous venons d'une maman. Parce que une seule chose est sûre, c'est que le seul parent qui est reconnu, c'est la maman, en fait. Parce que vous ne savez même pas si c'est votre père biologique, il peut se présenter comme père et tout. Mais la maman, c'est que... Mais suivant Franz Kafka, comme vous le dites, on n'est pas tout à fait sûr qu'on aura la récompense par rapport à ce qu'on a fait. Non, je veux dire, c'est normal qu'il ne faut pas poser le problème quand on élève, on éduque ses enfants, il ne faut pas poser le problème en disant quand je serai vieux, mes enfants vont me prendre en charge. Non, quand on pose le problème de cette forme-là, ce n'est pas bien. L'enfant doit s'épanouir et tout. Mais dans cet épanouissement, il a une identité. Et la première identité qui reste et qui ne quittera jamais, c'est que c'est votre maman qui vous a porté dans ses seins. Parce que vous n'êtes même pas sûr que celui que vous appelez papa, c'est votre papa. Donc en fait, ici, c'est une faute, que ce soit dans la civilisation occidentale ou dans la civilisation africaine, c'est une faute que le gars, moi je lui conseille de réparer. Ça ne veut pas dire que là-bas, la dot ne finit jamais. Ça aussi, on ne peut pas lui dire que ta belle-mère, il faut la laisser. Non. En fait, la dot ne finit pas. Vous êtes dit, sera également rattaché à sa belle-mère. Mais on n'oublie pas sa maman. Et il risque, cela risque de lui attirer beaucoup, j'allais dire beaucoup d'ennuis sur le plan de voilà, mais Guy, un garçon devenu grand qui ne se soucie pas de ses parents et principalement de sa mère génitrice, forcément court à la dérive, mais il arrive que de plus en plus de nos jours, lorsqu'on s'est émancipé et qu'on a pris le large envol de ses propres ailes, on est en mesure de se prendre en charge. On est devenu le principal personnage de sa famille qui pourvoit aux charges, y compris pour sa belle famille. Donc forcément, la maman ne peut plus être prioritaire. Pourquoi pas rester vraiment sur le seul cas du respect qu'on doit à nos parents? Mais tout à fait, et moi je suis quand même contre l'attitude de ce garçon parce que l'on sait comment ça se passe dans nos familles. Déjà, l'environnement qui nous entoure, il y a de la pauvreté. On connaît les sacrifices que parfois les parents consentent à faire partir un enfant de l'autre côté en espérant que celui-ci, je sais pas, assure un avenir meilleur au reste de la famille. Donc, ce garçon qui est parti et qui, bien heureusement, a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Je ne refuse pas qu'il aide sa belle famille, mais vraiment pour un certain équilibre, pour éviter même un ressentiment de sa famille envers sa belle famille, parce que très vite, on sait souvent ce qui se passe, on accuse peut-être la belle-fille de vouloir... C'est ce que j'allais dire pour vous relancer, Megui, parce que vous savez aussi, nous les hommes, devenus grands, on oublie nos mères, surtout si on n'a pas une épouse qui nous le rappelle. Moi qui suis le seul enfant d'ailleurs de ma mère, moi je vous assure qu'il m'arrive vraiment de passer des mois sans me soucier de ce qu'elle existe même là-bas au village. Et je voulais justement, donc il faut que la femme qui est à côté je voulais justement revenir à cela. C'est-à-dire que la femme qu'il a prise pour épouse, qui voit tout ce qu'il fait de bien à sa propre famille, à elle, devrait, au vu du délaissement qu'il a envers sa famille, rappeler son mari à l'ordre, c'est-à-dire que je ne suis pas contente de la façon dont tu agis avec ta famille. Tu ne peux pas délaisser ta mère, elle se plaint, tu ne peux pas délaisser tes petits frères. Merci pour ce que tu fais pour ma famille, mais je voudrais qu'autant tu le fasses pour ma famille, que tu le fasses pour ta famille, parce qu'il ne faut pas oublier... Surtout que sa belle-mère, c'est vraiment sa deuxième mère. Justement, donc il ne faut pas oublier ça. Moi, je ne peux pas me mettre du côté de ce garçon-là, et je dis que je suis une femme, et je tire quand même un peu sur la femme, l'épouse du garçon, parce que si c'est elle qui voit les dérapages. Et si son mari arrive à faire de tels sacrifices pour sa propre famille, je suis certaine que si elle avait attiré l'attention de son mari pour qu'il en fasse pareil pour sa famille, il l'aurait fait. Donc, c'est aussi un peu de sa faute. Charles Amel Mathieu, est-ce que tout de même, pour relativiser tout juste, on peut trouver quelques circonstances atténuantes à ce garçon? Alors, quelles circonstances atténuantes va-t-on lui trouver, Sam Severa? J'ai bien envie de me poser la question. Alors, si cette fille avait utilisé les artifices qu'on connaît, qu'on appelle généralement le charme, pour pouvoir... Mais c'est pas la fille qui est en cause ici. Hein. Non, je dis, si elle avait utilisé cet artifice, on se rendrait bien compte qu'effectivement, on comprendrait le comportement de ce garçon. Je pense que la première chose, c'est l'éducation.
On a loupé au niveau de l'éducation qu'il fallait donner à cet enfant. Si cet enfant avait reçu une bonne éducation, une éducation de qualité, une éducation exemplaire, une éducation associative, participative et inclusive, je suis sûr qu'il ne se serait pas retiré. Parce que là, il évolue en marge totale du principe de la famille. Il pose des actions. Qui le conseille? Qui lui sert de conseiller? Quelle est la personne avec qui il discute? Était-ce des amis? Était-ce ses frères? Était-ce ses cousins? Donc, je dis là, il y a une barrière totale qui s'est construite entre lui et sa propre famille. L'autre question, ça pose la question de la problématique du choix. L'occidentalisation a fait aujourd'hui que on arrête tout au salon ou à la cuisine et on vient imposer au salon. Ça commence avec la mère à la cuisine, elle discute, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Elle arrive, elle impose au père qui parfois se retrouve démuni parce que seul dans son coin, il est obligé de valider. En Afrique, on ne disait jamais, on se levait. Une femme ne se levait pas pour dire c'est mon fils qui va voyager. Non. On commençait par observer l'enfant lorsqu'il grandissait. On lui donne le pain, on dit partage à tes frères, on observe. On donne à l'autre, partage à tes frères, on donne l'argent. On remet pour voir le sens de l'enfant, sa façon de vivre. Est-ce que cet enfant demain saura partager? On appelle ses amis, on dit à ses amis, mais regarde l'attitude de tel enfant. Observe. À partir de là, on se fait une idée. Lorsque le village ou la famille se réunit en disant, on t'a choisi. Ce n'est pas un choix au hasard. Et sur 100, ces choix réussissaient toujours. Aujourd'hui, que l'individualisme est arrivé, on choisit des enfants avares, on choisit des enfants égoïstes et égocentriques, à qui on remet tout. Fortune, espoir, ambition, et dont la réalisation, dans la contemplation, se retrouve stérile. Donc voilà là où nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est ce type de cas où la femme... Et puis n'oublions pas que lorsque la femme arrive en Europe, la loi européenne protège énormément la femme. Encore si elle a fait des enfants, elle a la nationalité. Elle va imposer ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Voilà pourquoi on se retrouve dans une situation où elle privilégie d'abord sa famille avant la famille de l'homme. Bon, alors, je ne sais pas, tendance, si Charles Hamel n'est pas en train de dénaturer un peu l'histoire à la base, parce que ici, vous nous avez bien dit que ce n'est pas la femme du garçon qui est en cause, c'est bel et bien l'attitude de ce garçon dont sa maman se plaint. J'ai ouvert les vannes, j'ai ouvert. Je n'ai plus aucun temps. L'enfant, ma sueur, voilà. Mes 9 mois de grossesse, j'enlève les nacos avant de parler. Vois comment j'ai mal à l'estomac. Ma sueur, mes 9 mois de grossesse qui arrivent en Europe. En principe, même c'est sa femme qui doit le canaliser, Sam. Il y a les trucs que les femmes brillent dans le... Non, il doit lui-même aussi se rappeler. Les hommes, parfois, c'est sa mère qui s'est sacrifiée pour lui. Sam, bah, les hommes se gardent dans la vie. Mais pour une bonne femme au foyer, qui aime son mari, qui aime sa belle famille, doit d'abord dire, chérie, laisse. Tu m'as fait voyager. Pour le cas de mon petit frère, laisse d'abord tu fais voyager ton petit frère pour que ça donne l'équilibre. Ce n'est pas que tu te lèves le matin, tu veux voyager tout le monde, je reste te voir parce que je t'ai fait les beaux gosses. Non. Moi, une maman, Sam, je ne te mens pas. Quand je vais avoir très mal. Et quand une maman commence à méditer pour son fils, ce n'est pas bien. Quand une maman dort comme ça, elle piaffe. Elle a les insomnies. Ce n'est pas bien. Une comme moi, que j'ai souvent le trou sur la tête, Sam, je ne te mens pas que je vais marcher à pied arriver en Europe. Parce que nos enfants qu'on accouche ici, demain, ils viennent nous manquer le respect. Ta belle-mère, mon cher frère, ton prénom, il y a Simplice sur ton nom. Ton nom de famille encore, c'est dans le coffre. Mon frère Simplice, papa, pardon. Réveille-toi. Même si on t'a beurré les yeux, ça ne se passe pas comme ça. Tu ne dois pas prendre, même ta mère et ta belle-mère n'ont pas droit au même traitement. Tu dois mettre ça dans ta tête. Ta mère vient d'abord en première. Non, tendance à ce niveau, je voulais comme vous dise au niveau des deux familles. Parce que la mère de quelqu'un, ça met 9 mois de grossesse. Nous, on connaît comment on souffre. Oui. Quand tu arrives à l'hôpital, on te tripote. Le docteur, s'il vient te tripoter, ça part, il part. L'autre, s'il vient te tripoter, ça part. Oui, mais quand vous donnez la vie, vous n'attendez pas forcément qu'on vous le rende. Parce que vous-même, vous avez bénéficié d'une maman qui vous a donné la vie. Je ne refuse pas. Non, je ne refuse pas ça. Ma mère, je vais parler de ma vie. Tu me pousses à parler de ma vie. Ma mère, c'est une femme aujourd'hui que je peux donner mes 2 bras, comme c'est dit, coupés. Pour lui donner la vie. Parce qu'elle a souffert pour nous, elle m'a tant donné les conseils. Tu comprends, non, ça? Donc, quand je reste comme ça, d'abord, je ne vais même pas voir ça dans les rêves. Mon fils qui dépense pour lui tous les matins, je donne l'argent de baigner. Je ne veux pas y manger là.
Demain, il me fait ça, c'est pour que je devienne folle dans la rue. Très bien. Bon, au niveau du poids dont pèsent les deux familles, la belle famille ou bien la famille de départ du garçon, généralement, c'est des conflits qui surviennent. À votre avis, est-ce qu'il y a une famille qui doit peser un peu plus dans, on va dire, la répartition des prises en charge? Oui, la norme voudrait que le garçon est rattaché à sa belle-mère plus qu'à sa mère. Ça, c'est ça la norme. Parce que tout le monde sait la tour ne finit pas. Quand votre belle-mère tombe malade, c'est vous qui avez épousé sa fille qui devait la prendre en charge. Parce que votre maman, en principe, ce sont ses beaux-fils qui s'en prennent. C'est comme ça que ça se faisait. Généralement, même lorsque votre fille accouche, je veux dire la femme qui va en mariage accouche, on demande d'abord à la belle-mère qui viendra s'occuper d'elle, qui va lui verser l'eau chaude comme on faisait chez nous, qui va l'encadrer. Donc, mais si la femme, je veux dire, n'a pas fait de fille, et ces garçons doivent avoir, donc ces belles filles doivent l'entretenir. À ce moment, ces garçons-là, on leur dirait qu'ils sont, j'allais dire, malchanceux, parce qu'ils auront et leur maman et leur belle-maman, et leur maman et leur belle-maman au même niveau. Mais dans le cadre normal, la priorité, c'est la belle-mère. C'est la belle-mère. Mais on ne néglige pas sa propre maman. Voilà comment on s'organise véritablement dans nos contrées africaines. Mais ici, dans ce cas, le garçon devrait, j'allais dire, il a commis une faute qui ne serait pas bien, qui n'est pas bien. Comment sa femme va vivre demain? Je ne dis pas qu'il va mourir, ou bien, mais si jamais elle restait veuve, ça veut dire que ses propres enfants n'auront plus d'attache familiale. N'auront plus. Voilà le danger. C'est pour ça qu'on conseille souvent de savoir faire l'équilibre. Ta belle-mère à brocante et t'amène à rien. Ah, juste quand elle vient, on dit, maman, ouais, trie un peu les poils, trie. Voilà, on va passer au message, mais Megui, est-ce que vous voulez justement, dans ce petit jeu de comparaison entre la belle-mère et sa propre mère, est-ce que finalement il y a une qui doit passer avant l'autre? Oui. S'il y a une qui doit passer avant l'autre, non, de fait, parce que quand vous vous mariez, nécessairement le père, la mère de votre époux, de votre épouse deviennent de fait vos parents. Donc normalement, tout doit être placé au même pied d'égalité. Et de plus, il faut faire tout, il faut mettre tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de frustration dans une partie comme dans l'autre. Donc ça veut dire que le garçon, franchement, le délaissement de sa famille est tellement criard, parce que ne rien faire du tout pour ses frères, même quand vous voyagez, au lieu d'envoyer 100 000 de temps en temps ou 200 000 à vos frères, on sait que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir un qui va venir lui aussi se chercher et pouvoir venir même en soutien, devenir un de vos soutiens. Parce que si vous vous retrouvez le seul dans une famille qui a la puissance financière, tout va vous retomber sur les épaules. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que les autres également puissent émerger. Et vous, ça vous réduit carrément, ça réduit votre fardeau. Donc, ce garçon, maintenant, il faut quand même qu'on apporte des bémols. Oui. Parce qu'on accuse la femme, certes, oui, elle n'est pas très bonne du fait de ne pas attirer l'attention de son mari, mais ils sont en Europe. C'est vrai qu'on peut voir comme ça, superficiellement, il faut regarder au fond. Est-ce que réellement, les fonds qui sont donnés à la belle famille viennent du garçon? Il faut se poser la question. Oui. La femme peut-être aussi se débrouille là-bas, elle tire la couverture de son côté. Donc c'est au garçon d'être assez intelligent et de penser, parce que personne ne le fera à sa place honnêtement, et de penser que moi, je viens d'une famille, j'ai des gens derrière moi et il faudrait que je leur vienne en aide. Tout à fait. Mais pour sortir de ce débat, Charlamel, permettez que je dise quand même aussi à l'intention de nos familles, nos parents, que ce soit nos parents, nous les hommes, que les parents de nos femmes, vraiment essayer de copier. Moi, je prends toujours l'exemple de ma propre mère qui n'est exigeante en rien du tout. Elle ne se plaint de rien, elle n'attend rien. Il faut également se mettre en tête que si vous avez mis au monde des enfants, ce n'est pas nécessairement parce que l'enfant ne pourra jamais même vous rembourser quantitativement ce que vous lui avez fait. En réalité, donc, chers parents, soyez tranquilles là où vous êtes aussi. Ne soyez pas un peu trop, j'allais dire, demandeurs de ce que vos enfants peuvent avoir, parce que vos enfants ont le droit d'avoir leur vie, parce qu'ils ont épousé des femmes et ils ont besoin de fonder leur famille, et leur famille avec leurs enfants sont un peu plus prioritaires. Vraiment, ça c'est quelque chose que je dis. Elle reconnaît que son fils
paye la scolarité des 2 autres. Oui. Et elle reconnaît que son fils a remboursé l'argent qu'elle a prêté dans les tontines. Elle reconnaît. Mais ce qui l'énerve, c'est qu'il ne peut pas faire partie de 3 personnes dans une famille. Et les 2 autres sont là pour ça. Charles, alors il faut dire, Sam Sévérin, que le rêve de toute maman, lorsqu'elle a osé se battre pour envoyer son fils à l'étranger, c'est quand même jouir de cette petite reconnaissance. Laissons même pas l'étranger. C'est peut-être le mot étranger qui vous... Ce n'est pas le mot étranger. Je dis même qu'il ait eu un concours d'entrée dans une structure. Elle souhaiterait en jouir. C'est la modernité, la mondialisation dans laquelle on est. Hein. Mais sinon, les vraies mamans africaines, elles ne s'intéressent pas. Elles ne s'intéressent pas. Les vraies mamans africaines. Mais aujourd'hui, la mondialisation fait en sorte que, à côté de là où vous résidez, vous avez votre voisine qui a fait partie de ses enfants, qui chaque année change de véhicule, chaque année construit, réaménage la maison, chaque année vide l'intérieur. Vous aussi, vous voulez avoir cela. Vous voulez vivre cela. D'où vient-il que c'est parce qu'elle va rendre visite? Parce que vous ne vous rendez pas compte, Sam Sévérin, c'est le fait pour elle d'être allée rendre visite à la belle-mère de son fils. Qu'elle découvre effectivement tout ce que son fils a fait. Si elle avait été associée, et le plus on dit c'est son fils qui a fait, elle regarde sa situation, que vous le vouliez ou non, c'est pas la pierre que cette maman. Elle appelle son fils dit que si elle continue, il change son numéro. Tendance. Mais peut-être vraiment pour sortir, je voudrais dire, puisqu'on en parle, hein, que c'est l'occasion aussi de rappeler quand même aux uns aux autres que parce que ça devient un problème. Ce n'est pas aussi parce qu'on a envoyé un enfant en Europe que le reste de la famille doit croiser les bras ici. Parce que moi, j'en connais des mamans qui ont des enfants en Europe qui se fâchent même du fait que ces garçons-là fassent leur famille là-bas. Parce que pour elles... Justement, donc c'est un investissement. Justement, je dis, elles sont contre le fait qu'ils fassent des enfants parce qu'elles estiment que quand il va faire des enfants, il ne va plus s'occuper de la famille restée. Si j'en connais, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Voilà, donc un peu trop de mercantilisme et même, j'allais dire, voilà, de volonté de matérialisme également. Et il faut qu'on s'en départisse quelque peu. Est-ce qu'on a 2 ou 3 messages pour passer, avant de passer à la colère? Oui, on a Sylviane Chonchou qui nous dit le gars a mal agi en s'occupant de sa famille, de sa belle famille. Il ne compense pas ce que celle-ci a fait pour lui, car quel que soit ce qu'il peut donner, il ne peut pas compenser les nuits blanches et les malaises de grossesse de sa maman. Voilà, la belle-mère et sa fille sont complices de ce dont souffre cette maman. Elles doivent payer plus tard à chacun son tour chez le coiffeur. Alors, il faut pas regarder seulement les 9 mois que porte le père a porté combien. Ok, on a compris ce qu'il voulait dire. Merci, on va revenir pour la deuxième partie avec ces messages. Le temps donc de prendre la colère de ce jour qui est collé un peu à l'actualité, parlant donc de la longévité aux affaires. Voici donc la colère de Charles Armel. Je m'interroge ce jour où l'on célèbre l'entrée au pouvoir. Félicitations à tous les heureux élus. Félicitations à tous ceux qui sont élus depuis 53 ans. Soyez assis, mangez, buvez, car demain vous mourrez. Non, vous parlez simple, comme au quartier. Je m'interroge sur la longévité, votre longévité aux affaires. N'êtes-vous pas fatigué d'être assis là? Faites la place. Je me demande comment est-ce que la personnalité de ce pays ignore, mieux méprise les textes en matière de longévité. Il faudrait que dans notre code pénal, on inscrive l'expression longévité, car il sied au contexte camerounais. Comment comprendre que le chef de l'État s'entête dans une obsession incompréhensible à violer ses propres lois? Que représente la loi au Cameroun? Serait-on tenté de se demander, tellement elle est bafouée, même par la plus haute autorité de la République. Pour citer quelques exemples, plusieurs directeurs généraux d'entreprises publiques et autres administrateurs ont déjà largement dépassé la tête de certaines structures, la durée prescrite par la loi. À cela s'ajoute le fait que plusieurs localités soient restées sans députés
délégués du gouvernement, sénateurs, tout au long du mandat qui est en train de s'achever. La longévité dans notre pays est à la fois une maladie et un mépris pour le peuple camerounais, car chez nous on aime bien cumuler et mettre long en fonction. Pourtant la loi numéro 99/016 du 22/12/99 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic adoptée par l'Assemblée nationale du Cameroun et promulguée par le président de la République Paul Biya est très claire à ce sujet. Allez voir sur le terrain et vous comprendrez de quoi je parle. Savez-vous que plusieurs DG PCA ont largement dépassé la limite de temps exigible? Savez-vous que Mouté Abidias est directeur général du Fonds national de l'emploi depuis 27 ans parce que cette institution a été créée en 1990. Zachary Batogo, directeur général de l'Office du baccalauréat du Cameroun depuis plus de 21 ans. Adolphe Moudiki, la SNH depuis 24 ans. Marie-Claire Nana de la Sopecam depuis 15 ans. Yawa Issatou, SNI depuis 14 ans. David Koto Emane, Camtel depuis 12 ans. Pierre Ekouté Mouangé de la Douala Stock Exchange depuis 12 ans. Georges Christol Manon de la mission de développement et d'aménagement des zones industrielles depuis 12 ans. Michael Doping, DG de l'Office national du cacao depuis 11 ans. Jérôme Vondor, Sodekao depuis 11 ans. Au rang des PCA, ils sont nombreux. Ils vont fêter ce jour comme celui-là qui est assis depuis. Ernest Ela Villa du Centre d'études nationales et d'expérimentation du machinisme agricole, CNEMA, depuis 43 ans, nommé par le feu président Idio. Madou Dengue Magzi depuis 43 ans. Simon Achidiachou, Société nationale d'investissement, PCA depuis des années. Charles Salé, hôpital gynéco-obstétrique de pédiatrique de Ngousso. Essana Mahamat, agence de régulation des télécommunications. Victor Moukete, vraiment, depuis des années, ils sont assis. Aboubakar Abdoulaye, Maïtur. Amadou Adjoudi, PCA de l'université de Ngaoundéré. Samuel Kondo, PCA des zones franches industrielles. Joseph Owona, PCA de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Ayan Luc, PCA de l'Office national du cacao et du café, sans oublier qu'il y a le Conseil économique et social. Et ils sont Jules Dorin Dongo, Jacques Famen Dongo, John Bongolé, Jérôme Obieta, René Zengele, Jean-Baptiste Bokam. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, même si on se regarde avec les yeux pour pleurer. Dans l'actuel gouvernement, ils sont encore nombreux. André Mamafouda, ministre depuis 11 ans. Luc Magloire Tanganambarga, depuis 13 ans. Madeleine Tuente, depuis 13 ans. Laurent Serge Toudingwa, depuis 11 ans. Jacques Famen Dongo, depuis 13 ans. Zachary Perevet, depuis 13 ans. Pierre Hélé, depuis 13 ans. Ministre délégué. Ils sont nombreux. Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du monde islamique, 20 ans. John Gouté, 20 ans. Ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé du Commonwealth. Il est là depuis 20 ans. Yaouba Abdoulaye, depuis 10 ans. Nana Aboubakar Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, 13 ans. Secrétaire d'État, Jean-Baptiste Bokam, secrétaire d'État à la Défense, 11 ans. Ali Mayatou, secrétaire d'État au ministère de la Santé publique, 20 ans. Fougaristous, secrétaire d'État au ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, 11 ans. Les élus locaux, on a le maire de Mora, élu depuis 1964. Il a 53 ans au pouvoir. Abba Bouka, monsieur le maire, soyez assis. Depuis 1964, il est maire à Mora. 53 ans. Bravo. Restez assis. Bravo à vous aussi, monsieur. Alors, je vais ajouter quelques autres incongruités, puisque vous avez comme PCA, parce qu'on est dans un pays où on n'est pas vraiment en république du tout, on ne respecte pas ce qui est interdit, on ne peut pas avoir quelqu'un comme Séranfo Fouda, PCA de la MIRAP, de Eneo et du Centre hospitalier de recherche et d'application, je ne sais pas trop de quoi. Séraphin Magloire Fouda, je ne sais pas ici dans un cerveau d'éléphant, ou bien, bon, il est né pour devenir le seul enfant intelligent du Cameroun, pour qu'il puisse avoir, lui tout seul, toutes ses responsabilités. Ça n'énerve personne. Nous avons des opposants qui sont au courant de tout cela, ils ne disent rien. Bon, pour revenir à notre sujet, vous avez évoqué Jean-Baptiste Bokam.
Il a été ministre à l'époque. On est allé le rechercher alors qu'il était déjà à la retraite. Aujourd'hui, il est aux commandes de quelque chose de très important, la gendarmerie nationale, mais en même temps, PCA de la BISEC. Voilà. Ça, c'est Jean-Baptiste Bokam, bel et bien au Cameroun. Il y a un artiste aujourd'hui, malheureusement, reconnu dans les faits divers, qui avait chanté 50 ans au pouvoir, c'est ça la maladie de l'Afrique. Voilà. Bon, je ne veux pas citer son nom du tout parce qu'il n'est plus du tout respectable, mais on retient cette phrase. Il y a un autre Valsero qui avait dit, Mbombok, que ce pays tue les jeunes. Bon, l'Afrique est connue pour ses chefs d'État qui ne veulent pas partir. Comment est-ce qu'en 2017 on peut faire pour qu'on puisse changer la donne? Non, je voudrais d'abord compléter votre liste. Lorsque le chef de l'État a accepté enfin de tenir le Conseil supérieur de la magistrature, nos confrères de Kalara nous ont rappelé qu'il y avait une certaine Josette Essomba, qui était patronne de l'inspection générale des services au ministère de la Justice, garde des Sceaux. Elle y était depuis 30 ans et elle avait 80 ans. On faisait encore là, et c'était très bien. Non, revenez Sam, justement, lorsqu'on Et on a cité Yahou Aïssa tout à l'heure. Elle est toujours aux affaires? Oui, depuis 84. Elle a été ministre pendant plusieurs décennies. Elle est venue. Et elle est déjà SNI. Non, Sam, lorsque nous avons des structures, d'abord notre technostructure est sclérosée. Ça ne va plus. C'est-à-dire que nous tous, je veux dire, nos structures ont atteint de ce qu'on appelle l'anstrose, là. Les articulations ne fonctionnent plus. Et c'est le chef de l'État qui nous dit... Un peu à l'image de Jérôme Pondo, le PDG de la goulot, voilà, goulot d'étranglement. Mais comment entre nous, Mme Séverin, vous allez être à la même vitesse qu'un certain Macron? Ce n'est pas possible. Vous prenez Paul Biya, Bouteflika et tout, et vous avez Macron. Vous ne pouvez pas aller Macron, il enchaîne 2 ou 3 rendez-vous par jour à des endroits différents. Tout à fait. Vous ne pouvez pas. Vous regardez Barack Obama. À la sortie, quand il a terminé ses 8 ans, il était épuisé. Vous avez l'impression que Barack Obama avait dans les 70 ans. C'est-à-dire qu'il donnait l'impression de quelqu'un qui travaillait, il est épuisé. Mais quand vous vous posez la question de savoir comment ces gens s'y font pour rester là aussi longtemps et se dire qu'ils sont toujours capables. Mais non, même le fait d'être dans un seul bureau, pendant 5 ans déjà, vous commencez à avoir, je vous dis, l'environnement même, l'environnement ne devrait même plus vous plaire, en réalité, parce que tout devient la routine. C'est-à-dire, vous avez vu avec Bemengue dernièrement, donc, au point où les conseils d'administration, les rapports, les mêmes services, ça ne travaille pas véritablement. Donc, en fait, c'est ça, nous sommes sclérosés. Et comment en sortir? Vous m'avez posé la question, je termine par là. Non, Sam, il faudrait que le peuple camerounais se rende compte que ce que nous disons... Le peuple camerounais. Oui, le peuple camerounais commence à bouger. Moi, j'interpelle d'abord les magistrats. Le Camerounais nouveau, lui, il attend le changement derrière son ordinateur. Oui, mais je voudrais voir là 2-3 magistrats qui vont dire le scandale du port là, on va prendre ça en main. Même si c'est le big boss lui-même qui est derrière, nous on va dire, comme Eva Joly l'a fait. Et elle a enlevé comment je vais dire ça, dénaturé la structure ELF. Personne ne pouvait parler de ELF. Et quand elle a dit non, et elle a déconstruit ELF aujourd'hui. Et c'était à l'image de la France. Et ça même, j'allais dire, redonner de l'espoir à la France. Donc, alors, les magistrats devraient nous aider dans ce sens. Il y a une image qui a beaucoup défilé ces derniers temps dans les réseaux sociaux. Ça date de quelques mois. À l'occasion d'une réception au palais de l'Unité, toute l'obséquiosité manifestée par les ministres en place qui venaient à travers des génuflexions s'adresser à notre président de la République. On avait pensé que c'est le ministre Bidumpat qui avait battu tous les records, mais quand vous regardez bien cette image, il y a un monsieur qui s'appelle Basil Atanganakuna qui a fait des génuflexions, au moins on a compté 7 fois. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas partir, il baissait la tête à la suite de Motazé et de monsieur Edgar Alem et Bengo également. Donc on peut dire que toutes ces personnalités autour du président font tout pour en réalité protéger leurs intérêts, leurs acquis. Mais tout à fait, des images auxquelles nous sommes désormais habitués, et ce depuis un bon moment, parce que peut-être que celle faite par le ministre des Sports, Bidumpat, a suscité le buzz, mais si on était plus regardant, on se rendrait compte que ce n'était pas nouveau. Ce n'était pas nouveau, tant dans les discours que dans les attitudes, parce que quand vous avez certaines personnalités qui parlent du président Paul Biya, on n'a pas l'impression
que ce sont des personnalités membres du gouvernement qui parlent de leur chef, mais plutôt on dirait d'un dieu. On a comme l'impression qu'il s'agit d'adoration et ça pose quand même certaines réflexions. Mais il faut dire quoi, Sam Sévérin, dans un contexte où il y a des personnes qui se retrouvent peut-être à des postes sans avoir eu nécessairement l'assentiment du peuple, parce que c'est de ça qu'il est question, mais plutôt qui sont là grâce à la seule volonté d'un être qui est capable de les faire et de les défaire, qui est capable, c'est-à-dire que sans que cela ne repose même sur des raisons légitimes. Ça donne donc en un coup de tête. Voilà, en un coup de tête, il est capable de vous faire et de vous défaire. Puisqu'il vous a fait, il peut vous défaire. Donc, alors, on est dans un état où ce n'est pas véritablement le peuple qui décide, mais tout repose entre les mains d'une personne. C'est la raison pour laquelle vous pouvez donc observer ce genre de réaction. C'est-à-dire qu'il y a au-delà du respect, une certaine adoration, une certaine peur même de l'être, je vais dire quoi, suprême du Cameroun. Et ça donne ce que ça donne. Le terme est assez fort, être suprême. Alors, dans ce pays, les jeunes n'ont pas beaucoup de place, visiblement, quand on écoute et quand on regarde. La chronique de Charles Hamel d'aujourd'hui, la longévité aux affaires, est-ce que vous pensez qu'un jour, les jeunes devraient... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'ils puissent accéder aux responsabilités? Il ne faut pas perdre espoir, Sam. Dans la vie, quand on vit, on a espoir. Ne dis pas au pouvoir qui veut, laisse-le qui peut. Papa a dit ça la dernière fois, il y a certains Camerounais qui ont fait comme s'ils sont assis sur leurs oreilles. C'était en juillet 2015. Voilà. Face à François Hollande. Avant François Hollande. Tous ceux qui sont là depuis des années, ils ne veulent pas démissionner. Moi, j'ai souvent dit que quand tu fais du bien, tu fais sur ton corps. Tu fais du mal, tu fais que sur ton corps. Une comme moi, Megui, je n'ai plus 5 ans de service. Oui. Je vais prendre ma retraite. Comme ça ne va pas aller, parce que je calcule 2006 et 2017, bientôt 2018. Je suis en train de faire le bilan, je suis à la dernière corde. Quand ça ne va pas aller, je vais dire à mon patron que je démissionne. Hein, Sam? Maintenant, je vais donner l'occasion aux enfants que je vais former, ou aux enfants que je suis en train de former. C'est pour que demain ou après-demain, les enfants soient même plus comme moi. Je serais fier de m'asseoir quelque part et dire, non, à l'époque, je faisais cette émission avec mon Maurice Sam. Même si je suis plus dans le pays, pourquoi pas? Je ne peux pas vous dire que je vais prendre ma retraite partie. Je vais prendre ma retraite, je ne vais pas aux États-Unis rester. Mais tous les jours, je mets Equinon, la chaîne du peuple, je zappe, je vois même les Charles Hamel comme ça. Et tu laisseras la place aux plus jeunes. Je laisse la place aux plus jeunes que je forme. Hein, Sam? C'est pour ça qu'il dit que quand tu fais du bien, tu fais sur toi. Tu fais du mal, tu fais que sur toi-même. Donc pendant que vous êtes là, faites ce que si on vous fait, ça va vous plaire. Et si vous prenez l'argent du Cameroun pour travailler avec Roman, faites de bon travail. Et j'ai confiance à mon père. Les gens l'insultent, oh, c'est un vieux, il ne comprend, on le trompe. J'ai confiance quand les perdus commencent à faire les yeux doux, les clins d'œil. La preuve. J'ai appris des manques dans les hôtels Yaoundé, les Ngrimba, centre matin, midi, soir. Ou qui part dans les hôtels avec le Ngrimba, je ne sais pas. Bientôt, il y a un remaniement en bon français. C'est ce que vous appelez mon bon. Bientôt, il y a un remaniement. Les gars sont en train d'appeler leur marabout. On m'a dit qu'on appelle les marabouts du Bénin, de Bamenda, et même de l'Inde. Je ne sais pas, c'est ce qu'on a dit. Mais coûte que coûte, mon père voit tout. Vous n'avez pas passé toute votre vie à mentir un patriarche. Vous voulez mentir le patriarche? Non. Parfois, on vote même des budgets, on vous donne, vous ne faites rien. Le peu au courant, mais il laisse. Il sait ce qu'il va faire. Merci, Tendance. Charles Hamel Mbachou, qu'est-ce qui, à votre avis, peut justifier cette boulimie du pouvoir au point qu'on ait peur de quitter? Est-ce que vous ne rêvez pas d'un Cameroun où on ferait, laissons les Occidentaux, et même les Ghana, aujourd'hui, à 3 ou 4 chefs d'État qui ont pris leur retraite et qui mènent leurs activités allègrement. Nous avons quelques exemples au Cameroun. Même dans les milieux du sport, le colonel Kalkaba Malboum, parce qu'il n'y a pas que fatalement la durée, il y a même le cumul des fonctions. Vous avez Kalkaba Malboum qui est en même temps président du Comité national olympique et sportif, qui est président de la Confédération africaine d'athlétisme, il est président, je ne sais pas, de l'Organisation mondiale du sport militaire. Au moins 5 à 4 ou 6 attributions à lui tout seul. Je lui ai toujours demandé, président, comment tu fais aujourd'hui? Vous avez des postes comme ambassadeur ou bien délégué du gouvernement. Quand on vous nomme là, le président, c'est bon, il a oublié. C'est bon. Alors, Sam Sévérin, je vais vous dire tout simplement que c'est l'éternisation au pouvoir. C'est la logique de conservation du pouvoir. Ils veulent rester. Et comme moi, je veux rester, je m'entoure de tous ceux qui ont l'idée de rester comme moi.
Tu ne me déranges pas, je ne te dérange pas. Comment voulez-vous qu'à Mora, Abba Bouka, qu'on a nommé sénateur, on était dans les années 2013, sénateur, il arrive 2 fois au Sénat, il dit je ne comprends rien à cette affaire. Mieux je pars rester dans ma mairie. Depuis 1964, à l'époque d'Aïdio, il est maire. Jusqu'à aujourd'hui, il est maire 53 ans après. Ça n'inquiète personne. Posez-vous la question. Quand on vous dit que ENS est là et Vina est resté 43 ans. Cinéma. On parle de Madou Dengala Maxi, 43 ans. Quand vous dites que vous avez des Adoum Gargoum, qui est là depuis 20 ans. Vous, en 20 ans, c'est trop. C'est grave. C'est trop, Sam Severa. Il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des cons. C'est trop. En 20 ans, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas déjà fait? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Sinon qu'à aller se reposer, raconter des belles choses à leurs enfants. Même en termes d'enrichissement, ils se sont bien amoureux. Mais celui de Mora étant, après multimilliardaire, il y a encore quoi, Sam Severa? Mais il faut qu'on après multimilliardaire. C'est même illogique. C'est illogique parce que, comme on dit, la vie, en fait, les choses évoluent. Alors, vous avez quelqu'un qui a un poste de responsabilité dans une entreprise. Il y a 30 ans qu'il a été installé. 30 ans après, il est là. Mais quand vous regardez même en médecine, la médecine évolue. Ça veut dire quoi? Est-ce que ces ministres-là se recyclent même? Ils ne se recyclent même pas. Ils comptent sur quoi? Sur des jeunes qu'on va recruter après, qui sont leurs subalternes, qui vont faire tout le boulot. Ils ne se recyclent pas. C'est que mentalement et physiquement, ils sont déjà même, je veux dire quoi, diminués. Ils ne sont plus à la page. Donc il faut changer. Il faut changer. Mais sauf que bon, les Camerounais sont comme chloroformés. Bon, comment comprendre cette apathie, même des politiques qui ne sont pas assez pourfendeurs de ce type de choses? Tout le temps, on nous félicite pour ce que nous on essaie de faire, mais on n'est pas des décideurs non plus. Je crois qu'il y a des hommes politiques, des gens de la société civile qui doivent se lever contre ce type de choses anachroniques. Comme ce type de dérive, ça c'est des dérives. Voilà. Justement, pour aller dans votre sens, il y a un aspect simple qui concerne les institutions de la République. Le Conseil économique et social, d'abord, on devait avoir 150 membres, ils ne sont que 4 maintenant vivants. Yann-Luc, Fosso Victor, Emmanuel Zete et Kadi de Fosso. Et vous savez, l'Assemblée nationale vient de leur confier le poste, comme disait Megui tout à l'heure, de poser le problème de réchauffement climatique. Mais ils vont comprendre quoi dedans? Justement. De l'environnement. Dans le processus actuel où on parle de la couche d'ozone et tout ça, ils vont comprendre quoi dedans? C'est là, effectivement, où, comme vous dites, j'interpelle moi aussi les hommes politiques qui voudraient changer. Où est-ce que nous allons? Les forêts sont dévastées. Quelle loi aujourd'hui? D'abord, qu'on pourrait, quel, j'allais dire, environnement ces hommes politiques voudraient nous amener avec un conseil économique et social qui a 4 personnes et qui ne peuvent pas s'arrimer à la modernité aujourd'hui. Donc, il devrait ça seulement, c'est-à-dire être un projet, j'allais dire, et même la société civile, être un projet de soulèvement populaire, d'organiser des meetings, des conférences, tout azimut dans les 10 régions, pour dire que maintenant, Yann-Luc ne peut pas, il faut sauver Victor. Ils ont beau aimer le pays, mais ce que l'Assemblée nationale vient de leur donner là, comme nouvel environnement d'information, ils ne peuvent pas. Donc voilà, et ils sont là, ils n'arrivent rien, ils ne font rien, et ils attendent la prochaine élection qu'ils ne préparent même pas. Mais bon, voilà. Comment voudrais-tu qu'on puisse atteindre lorsqu'ils sont en même temps juges et partis? Les partis d'opposition. Tous, ils sont en même temps juges et partis, puisque tous aujourd'hui seront en tenue. Quelle est la différence entre l'administrateur qu'ils sont et les membres du l'homme du comité central qu'ils représentent? Aujourd'hui, regarde que l'autre ministre de la Justice, il abandonne la justice pour venir faire des marches à Douala. L'autre abandonne son nom, là où il est censé être sénateur s'occuper pour aller superviser les marches à Bamako. C'est mieux que le chasseur du lion, par exemple, les Olivier Billet, les tout nous dit. Non, mais c'est ça, ils n'ont pas de poids. Ils n'ont pas de poids aujourd'hui. Vous ne savez pas qui est sous-préfet, qui est membre du RDPC, qui est gouverneur, qui est membre du comité central du RDPC. Mais maintenant, il y a aussi la question des retraites, parce que le sujet que vous avez choisi ce matin est très très vaste.
Il faut qu'on apprenne à aller à la retraite également. Vous avez le scandale de la douane camerounaise pour le cas de Douala, je crois, le chef secteur littoral de Manou Nestor, qui est déjà à la retraite mais qui continue. Non, mais il attend un décret du chef de l'État. Il a dit, c'est le décret du chef de l'État qui va l'enlever. La commission, on avait envoyé de Yaoundé, les a chassés en disant, j'attends le décret du chef de l'État qui va m'enlever ici. Voilà, on se rappelle aussi du cas de Alexis Dipandamouele, qui à l'époque ne voulait pas aller à la retraite. Voilà. C'est le directeur de l'office céréalier du Cameroun qui a 85 ans. Il a 85 ans, il est encore là, directeur de l'office céréalier du Cameroun. Voilà, c'est ça. Ancien premier président de la Cour suprême, pas content du tout de prendre sa retraite. C'est vraiment dommage. Alors que sous d'autres cieux, on voit des gens qui peuvent vivre leur retraite. Donc, tendance, on va chuter avec toi? Oui, on va chuter en disant que je vous aime très fort. Je vous aime comme vous-même vous m'aimez. Tu comprends, non, Sam? Parce que si tu es encore à parler là, on m'a dit longue bouche, qu'est-ce que tu me sais? Mieux je me tais. Comme on dit souvent qu'il parle trop là, je me tais. Je vous aime comme vous m'aimez. Je te repasse la parole, Sam. Voilà, avec les derniers messages, on les attend sur la question de la très longue durée de la plupart de nos administrateurs par la faute de ceux qui sont aux commandes, hein, finalement. Meggy. Voilà, donc on a ce message de Yolande depuis Ndokoti qui nous dit qu'elle a 21 ans et elle a déjà un master et son père a 45 ans, lui aussi diplômé d'université, mais n'a pas un travail digne de son niveau et de son âge. Ce sont les pères de 70 ans et plus qui sont au pouvoir. C'est pour qu'on fasse comment? Doit-on changer de nationalité ou alors attendre avoir 70 ans pour espérer avoir une place au soleil? On s'inscrit d'abord sur une liste électorale. Si vous ne l'avez pas fait, à partir du 2 janvier prochain, inscrivez-vous et décidez de ne pas voter le parti de ceux qui sont là. Mais sauf comme Bombok, la jeunesse du Cameroun a droit à un meilleur destin. Absolument. Peu importe, même si elle fait la politique ou pas, on doit lui accorder un meilleur destin. Absolument, Sam. Je dis, mais comme c'est bâclé, qu'est-ce que France Vanon nous dit? Il dit, il y a une opacité. C'est dans cette opacité que nous devons trouver notre mission et l'accomplir. Ou la trahir. Voilà, donc Nerval depuis Tico, vraiment le Camerounais ne se soucie pas de son frère. Il préfère mourir là-bas que de laisser la place à son frère. Je ne sais même pas si ce que vous dites tous les jours, comme ça c'est vieux entendre. Je ne sais pas. Vraiment, merci à Equinox. Voilà. Vous avez dans la région du Sud l'honorable député Jean-Jacques Zam. Il est à son 3e mandat et il est non seulement député, il occupe tout ce qu'il y a comme fonction élective dans la région. Même dans le football, c'est l'administrateur de l'Africa Foot là-bas. Dans la section, c'est lui. Ça dit que c'est bon. Tant pis pour tous les autres, il n'y a pas de souci. Bonjour à vous. Au Cameroun, le mot démission n'existe pas dans le dictionnaire. La seule chose que le renouveau nous a apporté est la fabrication des fonctionnaires. La fabrication des fonctionnaires milliardaires. C'est juste là à Douala. Lorsqu'il faut venir comme ministre, c'est lui. Lorsqu'il faut venir comme superviseur général du RDPC, c'est lui. Lorsqu'il faut venir comme administrateur PCA de telle structure, c'est lui. Lorsqu'il faut venir comme représentant de telle structure des Nations Unies, c'est encore lui. Chef traditionnel. Chef traditionnel, ça me fait mal. C'est encore lui. Voilà, David Achon, il se dit que certains ministres appellent des marabouts pour attacher le président de la République pour que celui-ci oublie le remaniement. Il n'oublie rien, c'est dans sur la table. Tu comprends? Je t'ai connecté. C'est quand même un peu mis du temps. Non, il a tellement les dossiers sur la table. Comme il n'était pas là, je causais avec lui l'autre jour sur WhatsApp. Il m'a dit, ma fille, je revois comme il venait de rentrer d'un voyage, d'un long voyage. Il a les dossiers sur la table. Toucher, mâcher les écorces. Mais les périodes du père ne payent pas le temps. Voilà. Merci beaucoup de rester avec nous, madame, monsieur. Le zénith de ce 6 novembre se poursuit avec la deuxième partie. C'était pas très gai. Vivement qu'ils puissent se retrouver finalement, parce que les images comme celle-ci, la chanson même qui parle tendance de ce peuple qui va mal. Oui. Et maintenant, la solution, ils disent il faut partir. Est-ce qu'il faut nécessairement partir? Parce que les nouvelles à l'étranger, puisque le pays va mal. C'est que les gars voyagent tous les jours. Moi, je ne vous encourage pas de partir. Vous voyez quand même pour traverser la mer là-bas tous les jours, vous mourrez. Je ne vous encourage pas. C'est fort, c'est dur, mais restez au Cameroun en vendant l'eau glacée. Vous pouvez vous en sortir. Et on a une dernière image, effectivement, de jeunes migrants camerounais, sénégalais et autres ivoiriens en France, parce qu'on ne peut plus les prendre en charge là-bas. Des jeunes mineurs d'ailleurs, malgré toutes les bonnes mesures. Donc, autant vous le dire, l'Eldorado, ce n'est pas forcément... mieux vous restez ici, vous cotisez 500 francs par jour, mettez dans la caisse. Après, ça va devenir beaucoup. Quelques messages, Meggy. Oui, donc on a Jean Kentsa depuis Yaoundé qui nous dit à propos de l'histoire du jour que l'homme
quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. C'est donc à la femme de ce mec de bouger son mari, sinon il ne fera rien. Nous connaissons tous la ruse des femmes. Bonjour, Sam, épouser une femme n'est pas épouser sa famille, car ce garçon est téléguidé. On t'a tobacisé. On reconnaît un homme qui a été tobacisé par là, Megui. Voilà, donc, on a cet autre message qui nous dit je suis d'accord avec Charles Armel, sauf que l'occidentalisation a plombé l'éducation africaine. Il devrait en tenir compte. Bonjour, aucune garantie pour le Cameroun, pour le Cameroun. Ces anciens ont amassé des fortunes, donc je pense que les nouveaux venus vont faire pareil, que comme on dit, l'eau va vers la rivière. Pardon, je prie tous les jours que... Bon, je ne vais pas lire ça, Georges. On ne souhaite pas du mal aux autres. C'est Georges qui signait ce message, mais je ne vais pas le lire complètement. Ça ne vaut pas la peine avec ce pays. Nous, les jeunes, qu'allons-nous faire avec nos diplômes? Vraiment, on souffre dans ce pays. Ça va très mal, Monsieur le Président. Bonjour, je pense que nos dirigeants ainsi que toutes les personnes qui ont des postes influents ont peur d'aller en retraite car ils pourraient être poursuivis et arrêtés. Estelle, depuis Bonapriso. Mais lorsqu'on a calculé, prenons le cas de Mbemenge, quand on a calculé pour Mbemenge, ça donnait combien? Il se retrouve avec combien après avoir passé plus de 25 ans à la tête, hein, plus de 20 ans à la tête de l'ART. Il se retrouve avec combien en termes de francs CFA? Voilà l'opération impériale qu'on a enclenchée. Combien de personnes ont été susceptibles d'être arrêtées? On a annoncé des arrestations qui ne sont jamais arrivées. Finalement, on se pose la question, où est-ce qu'on est en train d'aller? Est-ce que c'est la retraite? C'est pas la retraite. Ils ont déjà amassé. Ceux qu'on a arrêtés qui avaient amassé, on en a fait quoi? On a reversé cet argent où? Ça a servi à quoi? Alors que le pays est dans les problèmes. Ils sont assis aux affaires. Ils donnent dans le budget programme. Des programmes qui n'aboutissent à rien. Pas IJA, pas DEU. Tout ça. La justification est où? Les agences, comme l'Agence nationale d'investissement, vous avez également une dame hein, qui est également une des privilégiées de la République, Marthe-Angeline Minja. Elle est toujours aux avant-postes. Pour la promotion des voilà, investissements. promotion des investissements, ça nous apporte quoi? On peut faire le bilan de toutes ces choses-là vraiment pour se rendre compte que ce sont que des poches de gaspillage. Tout ceci, on doit en finir, oui. Mais Guy, on va prendre la revue des réseaux sociaux avant de vous retrouver pour la suite des messages portant sur les deux grandes histoires du jour jusqu'à cet instant de cette émission. Merci Sam Séverin. Donc, c'est le 4 novembre 1982 que Amadou Ahidjo, alors âgé de 58 ans, premier président de l'histoire du Cameroun, quittait le pouvoir. Annonce faite par lui-même dans le journal du 20h du Poste national de cette démission-là. Ce 4 novembre 1982, le président annonce sans détour aux Camerounais qu'il a décidé de démissionner de ses fonctions de président de la République du Cameroun et que cette décision prendra effet 2 jours après, c'est-à-dire le 6 novembre 1982 à 10 h. Donc, 6 novembre 1982, Paul Biya est donc investi président camerounais, président de la République du Cameroun. 35 ans après, il est toujours. Les internautes se demandent donc, après 35 ans, quel est le bilan que l'on peut faire de cette gouvernance du président Paul Biya? Les internautes se demandent tout autant, après 35 ans, est-ce que l'on peut s'attendre aujourd'hui à une démission du président Paul Biya? Alors, Bombok, d'abord, aidez-nous à comprendre. L'image, c'est sa prestation de serment. À ses côtés, c'est Salomon Tandemou. Il venait de prononcer un discours où il disait rigueur dans la gestion et moralisation dans le comportement. Et il terminait en disant je ne faillirai point à mes engagements. Donc aujourd'hui, comme disait Begui, et tout le monde va se poser la question, a-t-il failli? Alors, question donc, je vous la repose, vous gardez la parole. Beaucoup d'espoir cristallisé autour de cet homme nouveau en qui le chef de l'État de la Première République avait placé toute sa confiance, parce qu'on a bien vu qu'il le préparait vraisemblablement à ce grand destin. 68, secrétaire général à la présidence, ministre d'État. 1975, il est propulsé Premier ministre. Jusqu'en 1982, il y a eu entre-temps un texte constitutionnel qui permettait que ce soit le Premier ministre qui soit ce successeur finalement. Alors, Paul Biya
a-t-il pu répondre favorablement à ces nombreuses attentes? Qu'est-ce qu'on peut en dire au premier degré, sans sourciller? Bon. On va dire une surprise désagréable pour tout le monde. Je commencerai par nous, les chanteurs de grand public, les gars, les Jojo, avaient sorti des chansons, rigueur, tout ça, tout ça. Voilà. Maintenant, je viens sur le plan des institutionnels. Je ne vais jamais cesser de le citer. Il s'appelle Pierre Ella. En 83, il venait d'entrer à l'école supérieure de police. C'est lui qui a commis un ouvrage qui s'appelle Le Glaive et le Calice. Il disait, lui, après avoir géré les services secrets camerounais, il a dit, c'est le président de la République lui-même qui a choisi de nous amener là où il est. Précisément parce qu'il s'est engagé à noircir l'image de celui qu'il déifiait demain. Parce que quand il disait, mon illustre prédécesseur, un grand homme de l'histoire du pays et de l'histoire en général, ils s'entendent sur une feuille de route. Quelques 5 mois seulement après, le président de la République refuse d'appliquer la feuille de route pour laquelle il s'est engagé. Et donc, il prêtait serment là. Tout à l'heure. On peut revenir en arrière, Mbombok. Est-ce que, selon une certaine idée, le choix porté sur Paul Biya était bel et bien le choix de la France? Oui, je pense que c'était le choix de la France. J'ai pour ça 2 faits majeurs. Lorsque ce problème arrive, je veux dire, nous avons des amis français qui venaient ici, que des amis camerounais qui vivaient en France avaient envoyé ici pour des projets. Et quand Ahidjo annonce sa démission, ces amis français nous disent, mais vos frères auraient pu nous dire qu'il y aurait eu démission, qu'il y aura démission au Cameroun, parce qu'on leur a dit un événement important va se passer là-bas. Deuxième fait majeur, c'est que on a exigé, quand j'allais dire Giscard d'Estaing arrive, on exige à Amadou Ahidjo d'intervenir par ordonnance, comme vous l'avez dit, en 1979 pour changer la constitution du pays, modifier et faire du Premier ministre son successeur constitutionnel. Voilà les 2 faits qui font que la veille, qu'est-ce qui amène Ahidjo à convoquer Paul Biya en France? La veille, alors que Paul Biya n'était même pas... Donc c'est en France que la rencontre a eu. Oui, la rencontre a eu. On raconte plutôt qu'il était de retour d'une visite médicale à Paris. Voilà, autre chose, Ahidjo avait l'habitude de se soigner en Suisse. Et cette fois-là, il s'est soigné à Nice, en France. Et sur instruction de Mitterrand. Ça, c'est des choses qu'on ne le dit pas. Et on a exigé, il l'a rencontré là-bas, justement pour que devant les autorités françaises, on confirme que c'est lui qui a confié le pouvoir. Parce qu'Ahidjo a joué, que ce soit au congrès de l'UNC ici en février 1975 à Douala, au congrès de l'UNC en 80 à Bafoussam, il ne voulait pas le mettre dans les instances dirigeantes du pays. Quand arrive donc Mitterrand, parce que là-bas, que ce soit de gauche ou de droite, la cellule africaine de l'Élysée fonctionne pour les intérêts de la France. Ce n'est pas pour les intérêts de la gauche ou de la droite. Donc on l'impose et il détermine. Germaine, si vous lisez bien toutes les interviews de Germaine Ahidjo, il a dit, je ne veux pas, pourquoi tu veux lui donner le pouvoir? Il ne pourra pas. Germaine Ahidjo, ça veut donc dire que même avec son époux... C'est ce que Germaine disait à son époux. Tout à fait. Donc quand vous allez remarquer que Ahidjo en parlait, si son épouse qui le dit, mais les autres membres aujourd'hui ne le disent pas. Même à Samuel Boapé, à son âme, il a dit qu'il savait. Et ça se préparait que Ahidjo devait le donner. Donc dans l'entourage du président, il y avait d'autres profils, vous voulez dire... Oui, Aïssi Vodo, Samuel Eboa, Marcel Yondo, Ndamjoya, c'était et plus Paul Biya, en réalité ils étaient 5. Et la France a préféré celui qu'ils avaient choisi depuis 1961. Parce que quand il vient, Ahidjo préparait un décret de nomination de préfet, on lui dit non, il doit être là, à côté de... Merci pour ces rappels historiques, Megui. Toujours est-il que peu importe, hein, même s'il y avait la même mise de la France, lorsqu'Ahidjo s'en va quand même, il n'a que 58 ans. Et on nous apprend que, pour des raisons de santé, et puis il pensait avoir déjà tout fait, il a eu quand même le courage de démissionner. Il aurait pu refuser de partir aussi. Tout à fait. Pourquoi la question d'à présent, est-ce que l'actuel chef de l'État, aujourd'hui âgé de 85 ans, ne songe-t-il pas à son tour, par exemple, de céder le fauteuil? C'est vrai quand même que, je vais vous dire personnellement, j'ai retourné cette situation dans tous les sens. Je me demande bien qu'est-ce qui peut empêcher le président Paul Biya aujourd'hui, au vu de tout ce qui ressort de son mandat, de ses multiples mandats, tout ce qui ressort de ses multiples mandats. Qu'est-ce qui peut empêcher le président Paul Biya aujourd'hui de se dire que, bon, j'ai fait ce que j'ai pu, autant mieux laisser la place à un autre. Ce qui, à mon sens, même serait la meilleure façon pour lui de quitter les choses. Parce qu'au vu de tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, j'ai peur. J'ai peur que ce soit le départ de cette terre naturelle
qui enlève le président Paul Biya du pouvoir. J'ai peur de ce qui pourrait arriver si cela se passait de cette façon. Donc je pense vraiment que si il aime le Cameroun, je ne doute pas qu'il aime le Cameroun, je lui accorde le bénéfice du doute. S'il aime le Cameroun, qu'il pense peut-être à lâcher prise, à assurer une très bonne transition. Et puis parce que je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre ce qui le maintient. Disons qu'il est encouragé aussi par ceux qui l'entourent, qui pensent qu'il est toujours là-bas. Alors, tendance, vous voulez mettre un bémol quand même? Non, tu sais que les Camerounais vont comprendre quelque chose, Sam. Les gars ont écrit dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tu sais qu'en 82, là, je n'étais pas encore né. Le président a pris le pouvoir en 82, je n'étais pas né. Donc, je ne connais pas tout l'histoire du Cameroun. Mais ce que je vais dire, ce que je peux dire, ce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gars ont dit 35 ans de coupure d'eau. Ils travaillent où? C'est lui qui vous donne l'eau. 35 ans de coupure d'électricité, de lumière. C'est lui qui travaille à Eneo. 35 ans des embouteillages, c'est lui qui conduit. 35 ans des accidents sur nos routes. Donc c'est lui qui demande aux gars d'aller entrer sous les camions. Quand vous voulez parler quelque chose, retenez la langue. Qu'est-ce qu'il y a que... Lui, 35 ans, parce que même après l'émission, il va aller FTV boire ma part. Ça va faire 35 ans au pouvoir. Tu comprends, non, Sam? Chacun comprend que c'est son corps. Et ça, c'est vous au Cameroun. Je vais prendre une bière. C'est une façon de dire que j'aime mon pays, j'aime mon président. Et lui-même, il avait dit que le Cameroun, c'est un pays indivisible. Et on ne doit pas diviser ce pays. Donc, les mots que vous vous cachez sur les réseaux sociaux, que chaque jour je dis qu'on me suspend, on ne suspend pas là. Vous n'allez pas travailler mal et accuser le président. 35 ans des accidents sur nos routes. 35 ans où il n'y a pas l'eau dans les quartiers, il n'y a pas de lumière. Vous avez appris qu'il travaille à la SNEC. Il ne travaille pas à la SNEC. Donc, travaillez bien sans l'accuser. Papa, qu'il fait comme ça, on dit qu'il fait la Merci. Tendance. Il reste que Charles Amel Bachou, lorsqu'il s'en va à Yidjo, on parle d'un Cameroun, hein, parce que nous autres également, on n'a pas vécu ça vraiment avec beaucoup de conscience. Étant tout petit, on dit que le Cameroun à l'époque était relativement prospère avec une économie flamboyante, des entreprises de la place qui resplendissaient, la Camer, la Régie Fercam, la Camchip, et puis même le Fonader et bien d'autres. Oui. Et puis, on n'avait pas faim du tout au Cameroun, on était autosuffisant, on alimentait même beaucoup de pays voisins. Aïdjo visionnaire, aujourd'hui, tout cela est retombé avec des privatisations tous azimuts de toutes ces entreprises-là. Alors, comment votre regard? Je vous prends un cas simplement, la Corée. Nous aidions la Corée. La Corée était pratiquement aux lèvres, collée aux lèvres du Cameroun. Mais aujourd'hui, la Corée à quel niveau? Non, ça, la Malaisie et l'Indonésie sont venus apprendre la culture du palmier à huile de nous en 74 et en 75. Aujourd'hui, nous importons l'huile de palme de Malaisie et de... Alors, je dis, on se retrouve aujourd'hui à rechercher de l'eau avec 58 départements qui portent des noms de cours d'eau. On recherche l'eau au Cameroun. On a soif. On n'a pas droit à une énergie de qualité. Pourtant, les petits pays qu'on aide aujourd'hui sont très avancés. Pendant que l'Europe est en train d'utiliser l'énergie solaire prise depuis le Sahara, nous aujourd'hui on n'a pas en train de chercher est-ce que c'est le thermique, est-ce que c'est l'hydroélectrique. On nous a amené de la rigueur à la moralisation, de la moralisation à la démocratisation, de la démocratisation on a fait un bref retour au libéralisme communautaire pour aboutir aux grandes ambitions et aux grandes réalisations dont les contemplations se font aujourd'hui, 35 ans après avec le callbox, le Ben Sikin, les jeux de hasard, si vous voulez je vous cite, parce qu'à chaque point de rue, il y a des jeux de hasard, la prostitution ambiante sur toutes les formes virtuelles. Dépravation des mœurs. Dépravation des mœurs. Vous voulez que je continue? Tribalisme, qui est encore grave, encore aujourd'hui. Extrême corruption, ouvert à ciel ouvert, chute ou cherté de la vie. On est parti de 12 tomates à 100 francs à 2 tomates à 100 francs. 2 tomates même à 200 francs, mais là me souffle-t-on dans l'oreille. Donc pourquoi vous vous imaginez, pourquoi vous vous imaginez, Sam Sévérin, mais c'est grave. Vétusté, regardez tous les palais présidentiels laissés par Idiot. C'est à quel niveau? S'y repose-t-il? Ça reste faire quoi?
Chaque 6 mois, on change les trucs dans le palais présidentiel. Il réside-t-il? Qui réside donc? Trouvons une solution. Proximité aérienne avec son peuple. À quand remonte le dernier banc de foule? Il dit proximité aérienne. Un président très éloigné de son peuple. Catastrophe de Zeka, tout récemment. On l'a vu. Il a parlé. Pourtant, il a décrété des jours fériés, des jours. Il était à l'église. Point d'interrogation. Alternance compliquée. Résolution des conflits avec des mallettes. Hein, Sam Severin, il faut le dire, c'est très compliqué. Démocratisation bancale. Bancale. Sam Severin, je ne l'ai jamais vu porter la tenue du RDPC, que tout le monde se lève. Fabrication des ministres danseurs. Aujourd'hui, on a tous les ministres qui sont devenus danseurs. Ils ont fini d'être les laudateurs, c'est devenu les danseurs de coupés décalés au poste du palais. C'est grave. Si un ministre de la République ne peut plus se respecter et devient un danseur. Mais ils ont dit qu'ils sont ces créatures. Nous avons 300 ministres en 30 maniements qui n'ont apporté rien, sinon que la poudre de la papa. Je crois qu'après vous, on devait s'arrêter. Bon, sauf que on va poursuivre l'énumération, Megui, en abordant les sujets liés à l'éducation, la santé, la justice, par exemple, qui sont 3 leviers essentiel quand même, permettez-moi, parce que aujourd'hui, même si on peut également y trouver, pour tenter de relativiser quelques bons points, par exemple, Mbamba Bengan, certains résultats sportifs, les Lions indomptables nous ont ramené beaucoup de trophées. Il a dit pas de sport majeur, de sport il y a quand même que... Moi, je ne vois que Bakassi. On a des hôpitaux de référence, sous Paul Biya, on a un Simalène, Yaoundé-Simalène, l'aéroport. Tendance. La bonne gestion du conflit de Bakassi, parce que ça, quand même, c'est un grand point. On a le second pont sur le Vour. Oui, ça commence à circuler. Nous avons le barrage de Membele. Mais des bords en eau profonde. Voilà ce qu'il voulait même dire, Megui. On aura les stades. Oui, après, on va dire qu'on ne sait pas. 65 ministères. Non, si. Non, très sérieusement, vraiment, vous avez le dernier mot. Globalement, vous retenez quoi de ce renouveau, parce que qui a duré plus de 30 ans? Ben, qu'est-ce que je retiens de ce renouveau 6 universités d'État. Oui. 7. Bon, tout ce qu'on a commencé à citer. Disons quel est donc le domaine dans lequel vous pensez qu'ils ont littéralement échoué, par exemple? Santé, éducation? Ces domaines sont nombreux. Santé, éducation, sur le plan social en général. Infrastructure, blackout total. Oui, sur le plan, c'est-à-dire concrètement, quand on vous demande quel est le domaine qui marche bien au Cameroun, la corruption. Vous aurez du mal à citer un domaine qui marche bien au Cameroun. Tous les domaines, c'est des critiques. L'administration, c'est un problème. Le sport même, il y a beaucoup de problèmes dans le sport. La culture, c'est dommage. La santé, catastrophique. Quoi, l'éducation, plus que catastrophique. Quoi d'autre, Momok? Rien. Là, on a cité presque tout ce qui est important. Rien ne marche. Rien ne marche, donc il faut tirer les conclusions. Oui, tendance. Moi, je ne vois pas que le président a échoué. C'est son entourage qui a échoué. Parce que vous passez le temps à mentir, il vous dit de faire. Vous partez faire semblant de faire, vous venez mentir. Il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Parce que Sam, les gens vont rester... Mais quand il se rend compte qu'on a menti, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Non, quand il se rend compte qu'on a menti, il prend le temps. C'est pour ça que tu vois, quand le PV prend les gars qui sont en prison, c'est 10 ans à montant. Mais le malchanceux, c'était mon père, on donne dans du faucon. Ça avait commencé que celui-là, on a dit 50 ans de prison. Étant à la maison, je priais à sa place. Après, ça a pris le père, j'avais Mendozé. Les gens de qui il a chanté, même pour l'église, où ça a fait quoi, ça a fait quoi. C'était une parenthèse. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, ça. C'est pour ça que je vais tout vous parler. Ce qui va me tuer, c'est la vérité. Parce que j'aime moi dire la vérité. Oui. Quand ça ne va pas dire que ça ne va pas, si ça veut dire que ça va. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites comme il se doit. Parce qu'il ne peut pas faire tout seul. Tu comprends, non, Sam? Quand on ne peut pas faire tout seul, on confie. Et quand on vous confie, travaillez bien. Quand on confie à celui-ci a détourné sa part, 25 milliards. L'autre vient détourner sa part, 12 milliards. L'autre vient avec sa part, on dit faute de gestion. Tu vois ça? Donc, tellement ça crée un brouhaha. Tout à fait. Je suis partiellement d'accord avec vous, Tendance, parce qu'il ne leur demande pas d'aller emporter ces milliards-là. Aujourd'hui, l'opération Épervier
a pu quand même nous révéler quelques prisonniers célèbres. Parmi les tout premiers, hein, au-delà des titres, vous avez les Munchipu Saïdou, et puis sont arrivés les Gilles Roger Bellinga, les Gérard Ondondon, bien sûr, avant les Alphonse Siam Siewe, Paul Ngamo Amani, Yves Michel Fotso, Atangana Mebara. Vous pouvez rallonger la liste jusqu'au Gervais Mendozé aujourd'hui. Est-ce que de ce paradigme-là, Charles Armel, on peut dire que à ce niveau, ces proches collaborateurs-là ne l'ont pas beaucoup aidé aussi? Sam Sévérin, ceux d'avant, ceux de pendant ne l'ont pas aidé, puisque la preuve, la situation n'a pas changé. Si, en procédant à l'arrestation de tous les premiers qu'on a pris, hein, on visait à ce que ça change. Est-ce que ça a changé? Non, ça n'a pas changé. Nous nous retrouvons encore engouffrés, Sam. Il y a un problème. La question de vision. Il y a un souci de vision. Nous évoluons au Cameroun en navigation, il n'y a pas de vision. La vision, c'est laquelle? Gérer, c'est prévoir, Sam Sévérin. Lorsqu'il a pris les rênes, la gestion voulait bien prévoir. Est-ce qu'on a fait une prévision? Lorsque nous sommes aujourd'hui à 2 millions, lorsqu'on à 15 millions, ça sera quoi? Et c'est ça, là où les plans quinquennaux avaient intégré. Même si quelque part on a trouvé les insuffisances des plans quinquennaux, on pouvait réadapter pour permettre de continuellement prévoir. Aujourd'hui, nous avons une crise de logement. Est-elle résolue? Nous avons une crise énergétique. Est-elle résolue? Nous avons une crise. C'est parce qu'on ne maîtrise pas la démographie ou on ne veut pas rendre compte essentiellement de la démographie. Parce que tout part. Dans la gestion d'un pouvoir, tout part de la démographie. Nous avons combien de personnes à Douala? Nous avons combien de personnes à Yaoundé? En termes de gestion des déchets, il faut combien? En termes de gestion énergétique, il faut combien? En termes de... On calcule tout, Sam Sévérin. C'est ça le problème. La vision, il n'y a pas de vision, on n'a pas su canaliser l'explosion démographique, bien qu'on sait que le fait de ne pas donner le compte rendu de recensement de la population vise les intérêts électoralistes. Voilà. Je ne te coupe pas. Quand je vous dis qu'on insulte le président, les gens disent que je mens. Voilà, et puis même qui a dit ici qu'il était malade. On lui a donné l'autorisation. Est-ce que tu es revenu? Même le mandat d'arrêt qu'on a lancé contre toi, personne ne te voit. Donc ça veut dire que tu as insulté le président. Tu cries, wow, wow, ça ne va pas. On dit, papa, va te faire soigner, tu reviens, fais ta prison. Est-ce que tu es revenu? Non. Alors, Lazare Simimania qui avait occupé tour à tour dans les fonctions de ministre des Finances, puis de l'Agriculture, à la suite de Polycarpe Abba, un des grands argentiers du Cameroun, également rattrapé par les pervers. On ne saurait sortir de ce sujet vraiment sans évoquer le gros souci du renouveau qui est le réseau routier national. Finalement, Bombo, comment en est-on arrivé là jusqu'à la situation d'aujourd'hui qui est à une dégradation jamais perçue dans un pays d'Afrique subsaharienne? Il est difficile, même lorsque vous allez dans d'autres pays, d'avoir de telles routes aujourd'hui. On ne sait pas si on aura la route Yaoundé-Douala, l'autoroute, si on aura finalement Yaoundé-Bafoussam-Babadjou, on est perdu. Oui, on est vraiment perdu précisément parce que le chef de l'État, puisqu'il n'a pas été mis là par les populations, il ne s'occupe donc pas des souffrances des dites populations. C'est pour ça qu'on en est arrivé là, Sam. Parce qu'aujourd'hui, s'il tenait au moins les conseils de ministres de manière régulière, il aurait une visibilité des projets qu'il avait lancés tout à l'heure. Et vous le disiez, moi j'ai été témoin. Aïdjo arrive à Douala pour regarder la construction de ce que nous on appelait à l'époque marché Lagos. Il vient et il dit au gouverneur ici, lui ne avertit même pas, il vient comme ça, il dit non, monsieur le gouverneur, je passais. Seulement il vient, il regarde. Même les constructions de ce qu'on appelle maison de parti. Et le président Biya qui lance sa campagne électorale de 2004 par les routes. Parce que dans le projet de société de grandes ambitions, c'était bien marqué. Infrastructure routière, c'était ça le Quoi qu'il a fait la déclaration à Monatélé, si je ne m'abuse. Dans un meeting de lancement de sa campagne de 2004, c'était à Monatélé dans la Léké. Voilà. Il disait donc que voilà, il est allé dans un grand vivier agricole, donc là où la route passe, le développement suit. Tandas aime rappeler ça, il a dit les infrastructures routières seront la priorité des priorités. Donc aujourd'hui, même la BAD, et c'est là où j'interpelle la BAD, Sam, la BAD peut nous aider. Si la BAD, l'actuel président de la BAD, veut se comporter comme une banque vraiment africaine, il va commencer à exiger les comptes à nos chefs d'État. Plus que le FMI et la Banque mondiale. Parce que quand le FMI et la Banque mondiale viennent dire, faisons les temps, comment la BAD vient de nous accorder, par exemple, 158 milliards de francs pour la route Babadjou-Bamenda. Et on ne fait rien. Le président de la BAD vient là, on évacue, on ne dit rien.
Voilà, Comme merci. banquier, devait nous aider Le temps nous tire à la gorge. On a passé plus de temps donc, sur cette information essentielle et principale de cette revue qui s'achève avec le blackout infrastructurel de Paul Biya comparé à l'ancien régime. Pas de route, pas de grande bâtisse. C'est bien dommage. Et pourtant, nous avons eu beaucoup d'argent dans nos caisses qui a été dilapidé. Dernière nouvelle, on prend la dernière. Voilà. Dernière nouvelle, donc, c'est le buzz qui a duré tout le week-end autour de la vidéo du colonel Didier Badjek en train d'apprendre non sans peine à manœuvrer une mitrailleuse lourde. Donc le chef de la division communication au ministère de la Défense et pilote de formation parti pour une visite de travail au front de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord s'est donc retrouvé au milieu d'un tourbillon de diverses réactions sur les réseaux sociaux. Mais parmi les réactions les plus virulentes, on note celle du lanceur d'alerte Boris Berthold qui dit, je le cite, « Je m'étonne que le porte-parole du ministère de la Défense ne sache pas tirer à la mitrailleuse. Tout un colonel, le colonel Didier Badjek, apprend encore à tirer à la mitrailleuse. Le colonel est sorti de sa réserve avec une sortie musclée à l'encontre donc de Boris Berthold. Et donc ça fait les choux gras sur les réseaux sociaux tout le week-end. Les réactions étaient partagées entre celles qui estimaient que le colonel Badjek est un véritable militaire et que pour ce qui l'intéresse, piloter des avions, il serait donc excellent. Vous avez d'ailleurs en image là la réplique du colonel Badjek vis-à-vis de Boris Berthold, une réplique qui n'a pas du tout été caressante. Voilà, alors moi à la place du colonel, je n'aurais pas répondu parce que à propos de ce que vous appelez influenceurs, lanceurs d'alerte, ils n'influencent rien du tout. Malheureusement, ils ont, apprend-on, beaucoup de followers, comme ça se dit dans le jargon. J'ai bien vu également la vidéo sur le même sujet diffusée par un autre de ces influenceurs, comme on les appelle, que moi j'appelle les destructeurs. Un dénommé Patrice Nouma, qui a véritablement montré également comment le colonel Badjek s'employait à manipuler cette arme de guerre. C'était assez compliqué. Alors, ça se poursuit donc sur Internet, tendance. Et ça concerne maintenant les hauts gradés. Mais je rappelle qu'il est le porte-parole du ministère de la Défense. Donc, sa parole compte beaucoup lorsqu'il doit je ne réagir. Pas, mais tout s'apprend. Vous-même qui parlez là, vous pouvez être pilote. On se lève un matin pour prendre l'avion, piloter, amener les gens, non. Tout ça prend, même s'il ne connaît pas, un peu, il va apprendre. Tu comprends, non, Sam? Même moi, est-ce qu'avant, je connaissais écrit mon nom? Maintenant, j'écris mon nom. Mais il est déjà en fonction, c'est ça le problème. Voilà, non, Charles, il est pilote. Voilà. C'est un peu, Moi, je veux dire, Sam Sévérin, que pour avoir parcouru, il faut le préciser un peu, la toile, je me suis rendu compte que ça a été une provocation faite de la part de Boris Berthold, oui, comme tout à fait, on le sait, certainement. Au départ, c'était dénié, mais c'était une simple provocation. C'était un pic, il faut le préciser. Donc, je vous rejoins dans l'idée où il n'avait pas, le colonel Badjek, il n'avait pas l'obligation. En quoi était-il tenu de répondre? Encore que lorsqu'on parcourt le texte rédigé, en fait, soi-disant rédigé, là aussi j'accorde le bénéfice du doute, au colonel, il y a des fautes lamentables. Lamentables de français. La qualité de français, la tenue. Je me demande, est-ce que c'est le colonel qui a rédigé véritablement? Ça aussi, il faut se poser la question. Est-ce que sous le fait de l'avoir fait sous la colère, il a omis certaines... Ça serait encore plus grave même par rapport au rôle qu'il joue au sein de l'armée. Alors moi, je pense qu'à ce niveau, ce n'était pas lui, parce que lui reçoit ses ordres directement du ministre de la Défense, qui prescrit une sortie comme celle-là. Est-ce que ça répond encore au respect de l'armée dont il porte la tenue? Est-ce que ça respecte encore même l'état dont il est censé assurer la défense? S'attaquer aujourd'hui à des expressions comme celle-là à Boris Berthold, n'est-ce pas là lui donner trop de poids? Sautant d'interrogation. Tout à fait. Bon, et puis ça discrédite même l'armée aussi, hein, quelque part. Je veux dire qu'on ne doit pas porter atteinte à un haut gradé de l'armée, puisqu'on est en temps de guerre aujourd'hui. C'est pour cela que j'estime que ces personnages-là ne font pas toujours du bien à notre nation. Tout à fait, je partage votre point de vue, Sam. Dans notre métier, il y a deux corps qu'on protège de manière particulière. Il y a le corps de la défense, la sécurité, et celui du domaine médical. Au moins ça, lorsqu'un journaliste veut s'y aventurer, il faut y aller vraiment avec mesure. Et je partage également votre point de vue quand vous dites le colonel, il n'aurait pas dû répondre. Il n'aurait pas dû répondre parce que il va diffuser là quelques secrets de l'armée. J'ai là le témoignage du général Semengue qui disait par exemple qu'un jour, il a eu un cadeau
un pistolet en or qui lui a été donné par le président Nasser de l'Égypte à l'époque, au cours d'un exercice là-bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a des exercices militaires que eux seuls peuvent faire des choses. Donc, nous, les civils, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce que c'est une nouvelle fabrication? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas? Vous pouvez voir un colonel qu'est-ce qu'il est en train de regarder dans là. Donc, en fait, il aurait mieux fait de se taire, de laisser Boris Berthold, comment je vais dire, verser dans ce qu'il ne connaît pas. Donc, là, maintenant, ça risque donc, je veux dire, d'entrer dans le corps même de l'armée et commencer à poser le problème, peut-être plus du colonel Badjek, mais de ses supérieurs qu'on nomme comme ça. On va vous dire, oui, mais tel a même été propulsé là parce que son frère est ici, parce que bon, c'est le genre de débat que nous ne voulons pas, qui intègre nos forces de défense et de sécurité. Oui. Mais qu'est-ce que je peux dire que Mbombo Charles Amel, les tendances n'est pas déjà dit. Il faut quand même rappeler que de plus en plus on se rend compte qu'on est dans un pays, excusez-moi le terme de Sabitou, où tout le monde connaît tout à propos de tout. Si vous le voyez bien, il y a des gens qui critiquent tout le monde. C'est-à-dire qu'on critique le militaire, on critique l'enseignant, on critique le journaliste, on leur apprend ce qu'ils ont appris de leur métier. Ça s'observe. Donc je rentre dans cette même logique selon laquelle le colonel Badjek n'aurait pas dû tomber dans ce piège, il n'aurait pas dû répondre, car on sait ce que nous réservent les réseaux sociaux dorénavant. Il suffit que vous ayez une pique de ce genre et que vous répondiez, ça donne l'ouverture à tout. Après, ça va dans tous les sens. Donc, il aurait dû... même dit qu'il n'a formé que 2 phrases concernant, vous ne savez pas tirer. À peine le colonel a réagi qu'il a sorti un pamphlet. Voilà. Et dans ce pamphlet, il s'est exprimé, c'était une longue tirade dans laquelle il lui dit, c'est vous qui m'avez contacté pour que je travaille pour vous. Parce qu'après, il y a eu des réactions de certains internautes qui disaient qu'en fait, la mitrailleuse en question, c'est une toute nouvelle sortie qu'on était en train d'expérimenter. Qui a filmé même Qui a filmé même pour mettre cela? Qui a filmé? Justement, une toute nouvelle sortie. Donc, il y a des détails qu'on ne sait pas forcément. Et qu'on ne doit même pas mettre à la place de lui. Non, il a travaillé quand même dans des journaux civils. Parce que si, il doit savoir qu'il y a des domaines réservés. Si par exemple, c'est du nouveau matériel que l'on a acquis. Maintenant, ça donne l'opportunité à des internautes qui sont peut-être du corps de l'armée de donner certains détails pour pouvoir aider le colonel. Mais est-ce que ça nous dessert? Parce qu'on a des ennemis en face qui ne doivent pas forcément être au courant du nouveau matériel qu'on a acquis et ça filtre comme ça. Merci beaucoup. On va donc prendre interpellation à votre suite. Pour moi, comme idée nouvelle pour le développement dans notre pays, que je penserais également, je vais attaquer un point qui est l'harcèlement sexuel. Pour qu'il y ait développement, on doit faire avec le mérite. Nous avons par exemple des gens qui proposent du boulot à des jeunes et qui les proposent de baisser leurs pantalons ou bien soulever leurs jupes. Là, ce n'est pas normal. Je pense que nous devons condamner avec fermeté ce genre de comportement. Parce que pourquoi en Europe, en Occident par exemple, cette affaire, qui que tu sois dans la République, tu es passible de justice parce qu'il n'y a pas de hors-la-loi, nul n'est au-dessus de la loi. Je vous dirais que la justice de notre pays doit faire son travail. Nous avons connu par exemple le cas de Desca qui a répondu de ses actes en France avec la fameuse histoire de Nafissatou Diallo. Nous avons connu le cas de Kobe Bryant, le célèbre basketteur à la NBA des Lakers, qui a payé la plus grande rançon pour cet harcèlement. Et par rapport à notre cas, les organisations féminines, les More Women in Politics ne font rien pour sauver et pour battre le pavé, pour interdire ce genre de comportement. Ça en est trop, c'est un de plus pour cette affaire qui a marqué l'actualité cette semaine. Et les parents conjointement doivent porter plainte pour combattre ce genre de fléau, parce que le mérite ne se passera pas dans une chambre d'hôtel. La justice doit faire son travail parce que nous sommes dans un état de droit. En principe, la justice est l'arbitre, donc il doit corriger tout comportement indécent.
Oui, interpellation, oui, sur le harcèlement. Est-ce qu'il y en a des cas autour de nous? Oui, oui, il y en a, Sam. Je pense que le cas le plus flagrant nous a été livré par les dirigeants de l'université de Yaoundé 1, je pense, avec Jean-Emmanuel Pondy, quand il était secrétaire général. Là-bas, il a dit, les filles, les étudiants se plaignaient. Il y en a, je pense, eu 2 ou 3 qui l'ont dit à visage découvert, les exposant un certain nombre de choses. Sauf que l'enquête diligentée à cet effet n'a plus abouti, parce qu'on connaît la promotion. On avait suspendu les 2 enseignants. Ils avaient été suspendus. Voilà, maintenant on en a vécu. Maintenant, l'autre phénomène, alors, si ça arrive, qui est vrai, on en parle sous cap, l'homosexualité, est-ce que les garçons, les hommes sont aussi victimes de ces genres de choses? On ne peut que dénoncer ce qui arrive. Maintenant, pour comment refaire, c'est là le véritable problème. Il faut relancer les petites et moyennes entreprises dans ce pays, Sam. Maintenant, on vient de fêter ce qu'ils appellent l'intégration sous-régionale. Mais on risque d'aboutir au fait que les Gabonais et les Équato-Guinéens viendront payer les ignames, les macabos, les plantains dans nos champs. Si c'est ça qu'on appelle l'intégration, ça va justement mettre le Cameroun au creux de la vague. C'est-à-dire que nous, au lieu de jouer le rôle de locomotive pour mettre un cadre, j'allais dire réglementaire, parce que depuis 1974, nous avons quand même sur place, dans les réformes fiscalo-douanières, le tarif extérieur commun. C'est-à-dire, comment faire pour que les PME camerounaises qui sont dans l'agriculture, on parle des projets agro, tout ça, pardon, puissent maintenant faire en sorte que le tissu économique camerounais se développe. Est-ce qu'on viendront avec les camions qui achètent les tomates et tout? Et là, la tomate ne coûtera plus, une tomate ne coûtera plus 100 francs, ça va coûter 500 francs. Pour revenir donc dans le sujet, qu'est-ce que vous... Non, quel rapprochement vous faites, oui? Je veux dire que le mérite, oui, mais l'encadrement des PME. On leur donne un ministre, nos PME, avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ont été mis à niveau. Qu'on leur donne, on les encourage, qu'on leur donne l'encadrement nécessaire pour protéger l'espace économique du Cameroun. Et là, on pourra recruter les jeunes à tous les niveaux. Parce que les grandes entreprises qui sont multinationales ne recrutent pas. Et peut-être avec ce harcèlement, ce sera moins au niveau des petites et moyennes entreprises. Merci pour ce développement. Oui, Megui. À propos du harcèlement sexuel, c'est vrai qu'il faudrait que tout soit mis en place pour pouvoir encadrer justement le recrutement des gens. Parce que dire que les jeunes, c'est pas que les jeunes qui sont harcelés, des gens dans des entreprises, que les gens ne puissent plus subir ce genre de choses afin d'accéder à des postes qui leur reviennent de droit de par leurs compétences. Il faudrait qu'on mette l'accent justement sur la méritocratie, c'est-à-dire qu'il y va du développement de notre société, parce que avoir des mauvaises personnes aux endroits stratégiques et importants, on peut très bien voir les conséquences qui en découlent dans la façon dont les entreprises en général sont gérées. On peut très bien voir des entreprises qui coulent, qui ne rapportent rien et de ce fait qui impactent sur la société tout entière. Donc on ne peut pas parler de harcèlement en parlant seulement des bourreaux et ne pas parler aussi des victimes, parce que c'est le lieu aussi de rappeler aux uns et aux autres que autant on tape sur les bourreaux, autant il faut regarder l'autre partie. Est-ce que les jeunes eux-mêmes aujourd'hui, ou alors les personnes elles-mêmes ne donnent pas, justement, n'ouvrent pas des brèches à ce harcèlement-là? Quand vous constatez en premier que vous êtes harcelé, comment est-ce que vous vous comportez? Il faut dénoncer aussitôt. Il y en a justement qui cèdent et qui se retrouvent à certains postes. Souvent, des personnes savent que voilà, là je suis victime d'un harcèlement. Ils avancent dans cette voie-là et c'est quand ça ne marche pas qu'ils décrient. Or, ils auraient dû décrier dès le départ. Dès le départ. Donc, de plus en plus, oui, on dit... on est contre le harcèlement, mais il faut de plus en plus aussi interpeller nos jeunes. L'histoire qui défrait la chronique justement, de cette il faut jeune interpeller fille nos jeunes sur... de 17 ans. Justement. On dit qu'elle était passionnée de journalisme, donc on lui a fait miroiter cela contre, on va dire, cession en nature, finalement, des parties de son corps. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, est-ce que il existe autour de nous des organisations de femmes, de défense des intérêts des femmes contre le harcèlement? Je ne sais pas ça. En tant que femme même, je ne sais pas. Oui, avant que je ne connais pas. L'association des femmes juristes, en cas, il y en a d'autres. Ah oui. Si c'est pour l'autre, là, je connais. C'est que ça m'a d'abord parlé un autre français que je n'ai pas compris. De deux, harcèlement sexuel dans les lycées et collèges. Commençons même d'abord par nos enfants. On doit dire à nos enfants que quand vous partez à l'école, c'est pour chercher à construire votre avenir. Ce n'est pas pour aller draguer les professeurs, parce qu'on vous connaît. Vous les enfants d'aujourd'hui,
Tu vois une petite fille de 17 ans, 16 ans à l'établissement, quand elle quitte à la maison, la jupe est longue. Mais arrivé au lycée, quand le professeur explique les cours, c'est où elle soulève la jupe. Tu veux montrer quoi? Qu'on n'a pas encore vu. Voilà. C'est ce qu'on t'a envoyé aller faire à l'école, non? Il faut avoir pitié de vos parents. Quand on souffre comme ça, on vous envoie à l'école. C'est pourquoi demain aussi, vous nous ramenez ce qu'on a besoin. On veut la note. L'an de meilleur qu'on vous donne, on attend quoi? Les résultats. Si je suis malade aujourd'hui, toi, mon fils, tu vas me donner les médicaments à l'instant, sinon, tu es encore petit. Donc, quand Dieu donne le petit souffle aux parents de vous envoyer à l'école, c'est d'aller écouter ce que les professeurs disent. Pas que vous allez aller écouter les cours en faisant comme si vous êtes trop belle. Vous êtes belle pour qu'elle est qui? Hein? Le professeur explique les cours, tu dis que oui, prof, je n'entends pas bien. Est-ce qu'on peut se voir dans un snap pour que tu m'expliques? Les cours, ils se retrouvent au snap. Après, on va saboter les gens sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je connais un établissement ici où il y a une de... Je vous vois encore dans le snap, vous les enfants. Une de mes nièces qui a fréquenté. Et je vais vous dire, c'est un professeur qui est allé se plaindre à la direction de ce que ses élèves avaient des comportements indécents. C'est-à-dire qu'ils entrent dans une salle de classe, il y a des jeunes filles qui s'asseyent et ouvrent leurs jambes. En lui faisant des clins d'œil. Il est allé se plaindre. Donc c'est pour dire que généralement, c'est vrai, il faut taper sur les bourreaux, il faut les punir, mais de plus, il faut inciter aussi nos jeunes à vraiment pouvoir obtenir ce qu'ils veulent de la vie à force de travail et non pas de céder à la facilité. Très bien, oui, Charles Lamel. Alors, Sam Severa, nous avons deux ministères. Le ministère des Affaires sociales et le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Quel est leur rôle? Quel est leur rôle? L'encadrement. Rappelez-vous, à notre époque, Sam Severa, en Go, les femmes, les jeunes filles allaient à l'école avec les cabas, en guise de tenue. Ça devait diviser les jambes en deux. Pratiquement les jambes en deux. Les jeunes filles allaient et consciencieusement fréquentaient. On ne voulait pas les mèches, c'était les nattes. Il y avait des coiffures recommandées, pas des cils, pas des noirs, pas des fonds de teint, pas des boucles, pas de ci, pas de ça. Tout allait pour le mieux, même si cela n'en excluait pas que le harcèlement existait. Mais ce n'était pas aussi visible. De nos jours, comment vont les filles, s'habillent les filles pour aller à l'établissement scolaire? À quel niveau se trouve la jupe, la robe scolaire? Pour dire Sam Severa que tant que les responsables, nos ministres, que ce soit Mme Guéné Irène, que ce soit Mme Kaka Bena Ondoa, tant qu'elles ne vont pas descendre dans l'établissement scolaire pour essayer de réguler cela, on va se retrouver à ce Mais niveau. les chefs d'établissement Nous avons, doivent commencer par imposer une discipline. Sam Severa, il se bat tant bien que mal. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas longtemps, on était au lycée de Bafang, où un commandant de brigade a sorti là, monsieur un enseignant, parce qu'on a confisqué le téléphone portable de son enfant. Nous n'étions pas loin de parler du lycée Leclerc. Parce qu'un enfant entrait en salle et suivait les cours en enregistrant, il enregistrait les cours, il disait qu'il avait mal au doigt avec une tablette, on a confisqué la tablette, le père, parce que le directeur d'une administration centrale, est descendu avec un cas de gendarmerie. On est là dessous avec cela. Donc il faut que les ministres s'impliquent dessus pour rétablir les égalités, ça c'est vrai, parce qu'égalité, il n'y en a pas dans les établissements scolaires. Ça c'est le premier point. Tant que le ministre du Travail ne va pas protéger les travailleurs, Sam Séverin, on a livré les travailleurs aux employeurs. Ils font de nous ce qu'ils veulent. On ne respecte pas de contrat de travail. On ne respecte pas si on ne respecte pas ça. Sam Séverin, vous allez vous rendre compte qu'il y a des patrons véreux, vicieux, qui se livrent à leur plaisir, à leur fantasme individuel, contre le gré de ceux qui doivent recruter. Donc, pour dire Sam Séverin que c'est à tous les degrés que les gens doivent travailler. Voilà les jeunes aujourd'hui qui sont pratiquement livrés. Il faudrait, Sam Séverin, qu'on essaie d'adapter, qu'on homologue, pour vous parler très simplement, adapter les diplômes au salaire. On sait qu'avec une licence, tu es censé avoir, comme dans la fonction publique, tu es censé avoir ceci. Dans le privé, étant donné au vu de l'entreprise, une entreprise qui fait les chiffres, on peut être à ce niveau. Il faudrait qu'on régule tout cela pour permettre à tous d'être à l'aise. Merci. On va donc passer à notre partenaire de lundi, puisqu'il est toujours en pleine promotion pour les matériels roulants, les 3 roues et les 2 roues. Voilà, on va introduire un grand bazar. Donc, on a donc ce message de Loum, chantier, depuis Loum, voilà, chantier, qui nous dit que c'est vrai que les filles de maintenant sont trop bizarres.
Je pense que c'est à propos de interpellation. Donc, merci Equinox pour la véracité des faits que vous décriez. C'est Penda Hyacinthe depuis Bafan. Merci Penda Hyacinthe. Vraiment c'est pitoyable, bien qu'il soit tellement vieux, le président Paul Biya veut se présenter aux élections 2018, ce n'est pas sérieux. Bon, on n'en est pas encore sûr, hein. On va voir. Alors, on va lire cet autre message. Je suis... Pardon? Non. On cherche un autre message qui nous dit que... c'est de Cliff qui nous dit qu'il pense que le président Paul Biya a été nommé pour l'éternité. Non, il a dit lui-même en avril 91 qu'il était le meilleur élève de François Mitterrand. Donc... Willy, depuis Ndokbassi, le Cameroun est une grosse curiosité dans le monde. Tout est à refaire, 35 ans de gâchis. Merci beaucoup. Voilà. Wonderful chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Merci beaucoup d'être avec nous encore ce matin, monsieur. Bienvenue, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12 et bonjour à tous les adeptes de la dernière minute, les nombreux clients de Grand Bazar qui se bousculent parce qu'ils attendaient peut-être qu'on annonce ici que la fin des tricycles en promotion, Sam. Voilà, donc l'opération se poursuit donc. Vous parlez d'opération commando finalement aujourd'hui. Oui, opération commando des tricycles Lifan parce que, je venais de le dire, les adeptes des dernières minutes sont tellement nombreux à Grand Bazar qui arrivent. On a annoncé la fin de promotion pour le tricycle Lifan, le robuste tricycle Lifan à moins d'1 million. Maintenant, dans moins de 2 semaines, ça sera bouclé. Ce même tricycle sera disponible mais ne va plus coûter moins d'1 million de francs. Dans 2 semaines, nous bloquons complètement cette promotion de moins 2 millions. Alors courez rapidement chez Grand Bazar dès aujourd'hui, ce lundi, pour acquérir votre tricycle afin de ne pas entrer dans les regrets. Je ne savais pas, c'est l'occasion unique, l'opportunité d'avoir un tricycle à moins d'1 million et en train de s'envoler et également de participer à la tombola et repartir avec 2 tricycles en achetant un seul. Courez rapidement pour ne pas le regretter, Sam. Vous rappelez donc les avantages et autres bonus gratuits? Oui, nous vous rappelons ici qu'en plus de ce prix, le prix cadeau à la portée de tous, vous recevez de nombreux bonus gratuitement, comme un gros casque de sécurité, un parapluie, un lecteur MP3 avec carte mémoire de 16 Go et surtout une roue de secours 500 par 12 avec les crampons tracteurs. Vous avez également les avantages sur les 8 nouveaux modèles de tricycles Lifan qui présentent des grosses fourches, des phares laser, le gros réservoir, sa faible consommation en carburant, son double cylindre automatique, ses 20 lames de ressort associées à son ensemble pompe austère pour supporter des lourdes charges, sa carrosserie très spacieuse qui peut transporter jusqu'à 126 casiers de bière et 40 sacs de ciment pour les propriétaires de quincailleries, pour les propriétaires de dépôts de boissons. Également, vous ne trouverez tous ces bonus et avantages nulle part ailleurs que sur des tricycles Lifan parce que c'est une stratégie de la nouvelle technologie de la Lifan Group Industrie. Et je vous lance un défi, faites une étude sur le marché, vous ne trouverez jamais, à grand jamais, un tricycle avec
toutes ces spécifications techniques en dehors de Grand Bazar. Alors, courez rapidement chez Grand Bazar, comme on venait de vous dire, pour acquérir votre tricycle. À plus de 2 semaines, vous n'aurez plus droit à moins d'1 million. Mais vous avez également les 8 modèles qui sont présents. Les tricycles seront présents, mais les prix promotionnels seront terminés. Les 8 modèles de tricycles Linfan, la tirée 2, la tirée 3, et avec des carrosseries conteneurs. C'est là, on a fait venir pour que la fin d'année que vous allez passer maintenant soit plus que jamais sensationnelle chez Grand Bazar. Courez alors rapidement chez Grand Bazar, tout de suite rejoindre les adeptes de dernière minute comme vous. Alors, ils sont nombreux au feu rouge Bessengue depuis vendredi. Courez, 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 parce qu'après vous aurez des regrets, Sam. Merci beaucoup. Donc, opération commando avec plein d'avantages pour les dernières pièces encore disponibles. Merci d'avoir encore été là en ces débuts de semaine. Merci, Sam. Je ne vous quitterai pas sans vous dire, enjoy l'enfant, enjoy life. Info chez Grand Bazar. Grand Bazar lance l'opération Un citoyen, un tricycle Lifan de 3 roues ou 5 roues à partir de 999 900 francs CFA. Découvrez son moteur 200cc très puissant avec réducteur, sa faible consommation de carburant, sa carrosserie solide et spacieuse qui lui permet de supporter jusqu'à 2000 kg de charge et de transporter jusqu'à 126 casiers de bière en un seul tour. Ce n'est pas tout. Dès l'achat de votre tricycle Lifan, Grand Bazar vous offre de nombreux bonus gratuitement, avec en plus l'opportunité de participer à une grande tombola qui vous permettra de gagner instantanément plein de lots surprises ou un autre tricycle Lifan. Alors, ne ratez pas cette opportunité unique chez Grand Bazar. Les tricycles Lifan chez Grand Bazar, c'est une garantie de 6 mois ou 6000 km de parcours, la disponibilité des pièces de rechange d'origine à moindre coût et un service après-vente 24 heures sur 24 assuré par des techniciens chevronnés. La direction générale Grand Bazar est située à Douala, feu rouge Bessengue. Contact commercial 243 17 63 10. Avec les tricycles Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, merci beaucoup. Bon, je rappelle à tous les adeptes du football au plan local que la Coupe du Cameroun a livré ses finalistes. On peut se demander finalement quand est-ce que celle-ci aura lieu. La finale a toujours été, comment dire, une émanation du cabinet civil au niveau de la date de déroulement de cette opération qui clôture la saison de football. Ce sera donc New Star de Douala contre UMS de Loum. Au nom de la liberté de critiquer, je vais d'abord commencer par féliciter de toutes les façons tous ceux-là qui sont responsables de quelques hôpitaux de la place qui respectent en tous les cas les principes fondamentaux relevant de ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate. En cas d'urgence, on ne vous demande pas d'abord de présenter de l'argent systématiquement, on vous prend en charge quelle que soit la nature de la maladie. C'est le cas ici à Douala, au niveau de l'hôpital dénommé Adlouchem de Sable, sur la route de Aquanor vers Douala 5e. Nous en profitons pour véritablement encourager tout le personnel de cet établissement hospitalier parce que la plupart des témoignages que nous avons reçus de ce côté-là attestent de ce que là-bas, au moins, la santé est bien prise en charge lorsque vous êtes en situation difficile. Alors, ce n'est pas le cas, malheureusement, pour bien d'autres centres hospitaliers de la place, les hôpitaux publics et autres centres privés aussi, où l'argent est roi. Si vous ne présentez pas forcément un début de la facture qu'on vous réclame, quel que soit, même en cas de morsure de serpent, c'est-à-dire que vous arrivez avec une personne qui s'est fait mordre par un serpent et que ça relève de quelques secondes, on va d'abord vous demander de payer une belle somme. On a eu beaucoup de cas comme ça et je pense que beaucoup se reconnaissent dans ces situations-là. Donc, essayez quand même de faire preuve, on sait que c'est difficile, mais essayez de faire preuve d'un peu d'humanisme et d'humanité en vous rappelant que c'est la vie seule qui est essentielle aujourd'hui et que quand vous choisissez de rentrer dans cette activité, il s'agit davantage d'un sacerdoce, voire une sorte d'apostolat. Merci, on est arrivé à la fin de l'édition de ce 6 novembre 2017.